On va commencer tranquillement donc cette nouvelle séance du séminaire atelier sur l'histoire du communisme, bon, qui prend la suite d'autres séances. Cette année, on a abordé déjà différents sujets. Je vous rappelle les précédentes séances sur l'école et la nation, sur Afrique et communisme, et désormais une séance un peu particulière qui est chronologiquement assez bien calée, ce qui n'est pas toujours évident, puisque nous approchons d'un anniversaire, les 140 ans de la mort de Karl Marx. Alors à cette occasion, il nous a semblé important de faire quelque chose autour de l'œuvre de Marx, de la façon dont celle-ci avait été reçue en France, de l'histoire des marxismes, et pourquoi pas aussi de l'actualité de la pensée de Marx et sur un certain nombre de points, surtout dans la période dans laquelle nous sommes. Mais en amont, la Fondation Gabriel Péri, avec un certain nombre de partenaires que je vais vous présenter très rapidement, ont décidé, pour ces 140 ans, de faire une exposition au Musée de l'Histoire de Vivante de Montreuil sur Marx en France. Comme vous le savez, il a passé un certain nombre d'années à Paris, puis à la fin de sa vie en France, mais aussi sur la réception de Marx, de ses œuvres, la façon dont ses ouvrages ont été traduits, reçus, discutés, commentés. Une exposition et en appui, en accompagnement, pourrait-on dire, de cette exposition, un ouvrage sur le sujet que je viens d'évoquer. Et donc, c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Et je vais brièvement donc introduire cette table ronde. Et tout autour de moi, les gens vont se présenter au fur et à mesure. Ça ira plus vite plutôt que de, comment dirais-je, les présenter d'entrée de jeu. Tous les gens qui sont ici à cette table que vous voyez sont des gens qui ont participé soit à l'exposition, soit à l'ouvrage relatif donc à Marx et la France. Pour vous expliquer un petit peu la démarche qui nous a conduit jusqu'ici, et puis juste après moi, donc à ma gauche, donc à votre droite, vous aurez à la fois cette belle cravate et ce beau béret. Vous avez Éric Lafont, directeur du musée cascade, pardon, excuse-moi. Directeur, mais bon, c'était pour faire français justement, laisse tomber. Directeur du musée. On laisse tomber. Donc Éric Lafont, que vous aurez reconnu pour certains, directeur du musée de l'Histoire vivante, qui parlera juste après moi, qui reviendra plus précisément sur les aspects relatifs à l'exposition. Et je signale aussi parmi ceux qui ont participé activement à cette exposition, qui est un des partenaires, je vais revenir tout de suite encore une fois sur les partenaires, Pierre Boischu, qui est avec nous, qui est donc à distance, qui représente donc les archives départementales de Seine-Saint-Denis. Donc un mot sur les partenaires, et j'entrerai dans le vif du sujet, et puis après chacun pourra évoquer la partie qui lui est chère, puisque toutes les personnes autour de moi ont rédigé des chapitres dans l'ouvrage dont je vous parle sur Marx et la France. Donc cette exposition est donc à l'initiative du musée de l'Histoire vivante. Éric Lafont et Vérifo Vincenti sont les deux commissaires de l'exposition. J'ai été donc Jean Dumas du Cange, tout le monde ne me connaît pas forcément, donc le principal conseiller historique de cette exposition, et cette exposition et le livre qui l'accompagne sont soutenus par l'université de Rouen-Normandie, plus précisément, excusez-moi pour les sigles, mais ça a son importance pour ceux qui y travaillent, donc le groupe de recherche d'histoire, qui est un laboratoire de toute période relative à l'histoire, de l'histoire ancienne à l'histoire contemporaine, mais c'est évidemment le volet d'histoire contemporaine qui est le plus important aujourd'hui. L'Institut de recherche interdisciplinaire Hommes et Société de l'Université de Rouen, qui est un institut de recherche pluridisciplinaire. L'Institut universitaire de France, où je suis en délégation depuis quelques années, et la Fondation Gabriel Péri, bien évidemment, qui soutient à la fois évidemment l'organisation de ce séminaire et l'exposition, la Fondation Jean Jaurès. Et parmi les partenaires que nous avons eus, donc évidemment, il y a tous les partenaires liés au Musée de l'Histoire vivante, le département de la Seine-Saint-Denis, la ville de Montreuil, on peut rappeler aussi, et donc les archives départementales de Seine-Saint-Denis, qui sont représentées aujourd'hui par Pierre Boischu, où il y a, comme je pense tous les animateurs et ceux qui assistent à ce séminaire le savent, le fonds notamment du Parti communiste français, qui a eu un certain lien donc avec l'histoire de Marx dans ce pays. Cela étant dit, et en espérant n'avoir oublié personne dans ce dispositif, je voudrais brièvement introduire, bien sûr que l'intérêt de la commémoration était de revenir sur un certain nombre d'aspects de vulgarisation pour rappeler ce qu'avait fait Marx en France, ce qui n'est pas forcément toujours évident, de revenir sur un certain nombre de ses textes, parmi les plus connus, les luttes de classe en France 1848-1850, le 18 Brumaire de Louis Bonaparte 1852 et la guerre civile en France, qui est son principal ouvrage sur la Commune de Paris de 1871. Une autre idée était d'articuler différentes dimensions, notamment dans l'ouvrage. Bien sûr, de rappeler un certain nombre d'éléments sur la vie de Marx en France et son analyse de la France, mais aussi c'était l'occasion pour nous de reprendre
un certain nombre d'éléments relatifs à ce qu'on peut appeler de manière générale l'histoire de la réception de Marx en France et ses usages politiques, intellectuels sur la longue durée, sans exclure particulièrement tel ou tel courant politique, mais en essayant de comprendre comment Marx a participé à l'histoire du mouvement ouvrier français, dans quelle mesure il a été important de son vivant, dans quelle mesure il a été important à la fin de son existence et juste à sa mort, puisque c'est le moment où a été globalement inventé le marxisme, et comment les marxismes ont traversé l'histoire française jusqu'à nos jours, sans exclure d'ailleurs la période la plus contemporaine, qui est évidemment une période un peu plus ambivalente, où il y a de nombreuses publications autour de Marx, un intérêt, on peut dire, un certain regain d'intérêt pour le marxisme, ou parfois ce que André Tozzel avait appelé l'émile-marxisme, mais en même temps très en décalage par rapport à d'autres périodes où le marxisme était plus immédiatement politique. On pense évidemment notamment à la période des années 1960-1970. Parmi les éléments qui, me semble-t-il, et Eric me corrigera si je dis des bêtises, qui nous ont permis de lier à la fois cet ouvrage, cette mise au point scientifique sur un certain nombre de points historiques et le côté plutôt muséographique, et tout l'aspect les traductions, leur intérêt, alors on n'a pas fait de la traductologie ici ou de la marxologie à proprement parler, mais de voir comment les ouvrages avaient été publiés, par quelle maison d'édition, dans quel contexte, et tout l'aspect aussi graphique de ces livres. C'est vrai que dans l'exposition, il y a tout un aspect autour de ça qui est assez intéressant. Au-delà des aspects maison d'édition, diffusion, à propos desquels certains sont d'une certaine manière plus spécialistes que moi, ils pourront évoquer tout à l'heure. Ce qui nous a paru important aussi, c'est de voir que les marxismes qui ont traversé la gauche française et le mouvement ouvrier ont eu des déclinaisons différentes au sein de la gauche, au sein du Parti socialiste, au sein du Parti communiste, mais aussi dans une galaxie extrêmement variée de courants d'extrême gauche, marxistes, trotskistes, maoïstes. Pour certains parmi vous qui connaissent bien cette histoire, ça peut paraître une évidence, mais c'est aussi une histoire qui est désormais largement oubliée par des gens plus jeunes ou qui n'ont pas connu ces époques-là. Et l'idée était aussi de remettre un peu en perspective ces éléments autour de ces marxismes qui ont beaucoup contribué à animer un certain nombre de débats par rapport à des réalités politiques et économiques et sociales, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un autre élément qui me semblait important à mettre en valeur, c'est que, par exemple, on a une exposition ici qui est évidemment centrée sur la France et la réalité française, mais notre idée a été d'essayer de le mettre en partenariat avec un projet de recherche qui est porté par un collègue à moi qui est à York University, donc à Toronto au Canada, qui a lancé un grand projet sur l'histoire de la réception du capital en France. Finalement, ce projet-là s'inscrit dans cette dynamique-là. Et ce qu'a fait le collègue en question autour du capital, c'est d'essayer de voir comment l'histoire des textes de Marx, très différente selon différents pays, selon différents contextes, et qu'il y a eu, je schématise un peu à outrance, et des pays où Marx a une réception intellectuelle très forte, mais qui n'a pas été nécessairement accompagnée d'une réception politique. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont connu Marx, ses écrits, ça a été énormément discuté dans un certain nombre de débats théoriques, et finalement le lien avec la politique concrète était assez faible. Donc, je précise juste en passant que d'ici une bonne année, on va dire. Je sais que certains sont très actifs dans l'élaboration de cet ouvrage. Nous aurons un ouvrage en langue anglaise, on espère qu'on aura une déclinaison en partie en français, sur la réception du capital de Marx dans non pas tous les pays du monde, puisque ça ferait beaucoup d'États, il y en a un petit peu moins de 100 reconnus par l'ONU, mais au moins une soixantaine, ce qui est considérable. Et pour revenir à mon exemple français, ce qui est peut-être une des particularités du marxisme en France, du marxisme entre guillemets français, eh bien, c'est que des années 1930 jusqu'aux années 1980, avant on disait plutôt années 70, mais Antoine Aubert, qui est à ma droite, a montré que justement, ça continuait jusqu'aux années 80, qu'il n'y a pas vraiment d'interruption. C'est qu'il y a eu un certain nombre d'intellectuels, marxistes comme dans de très nombreux pays, mais qui a en sorte une sorte de continuité par-delà les divergences politiques, bien d'un Marx politique présent dans l'espace public qui intéresse des militants, des dirigeants politiques, quand bien même ces dirigeants font semblant de le lire et qu'ils le citent un peu en passant, ben, il y a des pays où ils ne font pas du tout semblant de le lire, ils ne le citent pas, parce que ça n'a pas d'importance dans le monde politique dans lequel ils évoluent. Alors que là, on est dans un pays, et on ne dit pas ça parce qu'on est la plupart ici français et on a travaillé là-dessus, mais
qui objectivement, sur la longue durée, il y a assez peu d'équivalents en Europe occidentale de pays où il y aurait une sorte de marxisme de masse des intellectuels à la base militante qui va en gros des années 1930, des prémices du Front populaire jusqu'aux années 1980. Alors, on pense immédiatement, et je dis pas ça parce qu'il y a Lisa Marcobelli parmi nous, mais à l'exemple italien qui est celui où il y a eu un parti communiste de masse, des courants d'extrême gauche dans les années 70 très influents aussi. Alors, différent, parce qu'en plus, c'est pas beaucoup, très peu de trotskistes, mais beaucoup de courants opéraïstes, une réalité qui n'a pas vraiment existé en France. Mais c'est davantage après 1945, tout simplement parce que du temps du fascisme, évidemment pas eu la même dynamique intellectuelle et politique comme du Front populaire. Donc il y a une sorte d'exception française là-dessus qui n'était pas inintéressante à interroger, à explorer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, donc collectivement, à la fois par un travail de réélaboration intellectuelle de ce que pour partie certains d'entre nous avions fait déjà il y a quelques années. Pour le bicentenaire, cette fois-ci, de la naissance de Marx, en 2018, nous avons publié à la découverte avec Anthony Burlot, qui est ici présent, un ouvrage Marx, une passion française, qui prenait de ces aspects. Et dans l'ouvrage, on reprend quelques aspects qui nous avions développés il y a quelques années, cette fois-ci, davantage, donc encore une fois, connectés aux problématiques muséographiques, peut-être un aspect d'histoire de représentation qu'on avait assez peu exploré. Donc voilà pour dresser les quelques grands traits de la démarche qui nous a conduit à tout cela. Je n'ai pas forcément tout évoqué, mais on va pouvoir revenir dans les échanges sur quelques points qui pardonnez-moi, n'ont pas été forcément explicités ici. Je vous propose dans un premier temps de passer la parole à Éric Lafont, pour qu'il expose davantage la démarche muséographique, dont j'ai dit déjà quelques mots, puis le lien et la façon dont on a travaillé rapidement, puisque là, l'idée de faire plutôt un séminaire aussi de réflexion sur la façon dont on travaille. Je rappelle, mais vous l'avez reçu par la Fondation, que l'exposition, l'inauguration, aura lieu dans 15 jours, c'est ça, maintenant, le 25 mars à 17h, et là, on aura davantage des discours avec une série de personnalités bien plus importantes que nous. Mais voilà. Et Monsieur Lafont, et puis après, on fera un petit tour de table, on revient dans le débat sur un tel ou tel aspect. On donnera la parole au public ensuite. Voilà. Moi, d'abord, ce que j'aimerais rappeler, c'est le point de départ de cette programmation Marx en France pour 2023. Au-delà de l'anniversaire, du 140e anniversaire de sa mort, de Karl Marx, en l'occurrence, parce que bon, on dit tout le temps, on essaie d'échapper au cycle commémoratif. Et là, justement, sur Marx, moi, je voulais pas y revenir. Mais nos collègues berlinois, Allemagne, ont programmé une grosse exposition sur Marx en Europe, le Deutsches Historisches Museum, donc le musée d'histoire allemande, donc programmé une grosse exposition sur Marx et le capitalisme. Et j'en ai mal oublié, mais il était conseiller en France cette grande expo aux moyens décuplés. On est en Allemagne, donc et dans un musée qui est le musée berlinois d'histoire de l'Allemagne. Voilà. Donc ça, c'était un premier écho. Voilà, on est en République fédérale allemande et dans un pays, voilà, comme vous le savez, qui a été séparé en deux. Et dans cette partie-là, eh bien, on va faire une exposition. Voilà. Donc ils prennent contact avec nous parce qu'il s'avère que nous avons des collections de manuscrits et d'images, d'iconographie, de documents qui sont relatifs pour toute la période. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça a été donc effectivement ce projet que tu nous as présenté, Jean-Numa, qui vient là du Canada, Toronto, York University à Toronto, avec Marcelin Mouchetot, sur un projet international sur la diffusion du capital dans le monde. Voilà. Et là-dessus, autour de ce projet, nos collègues des archives départementales de la Seine-Saint-Denis se retrouvent aussi affiliés à ce projet. Donc ça, c'est le point de départ de moi, ma proposition au conseil d'administration du musée, de leur dire, ça serait bien de faire une exposition en 2023 sur Karl Marx, et sur Karl Marx en France. Voilà. Donc après une discussion qu'on a eue tous les deux, Jean-Numa, on a centré notre sujet sur un Karl Marx en France pour l'exposition, et accompagné d'un ouvrage scientifique, historique, qui a comme titre « Marx en France, histoire, usage et représentation ». Voilà.
Ça, c'est le deuxième. Le troisième volet de ce projet Marx en France 2023, c'est toute la partie scientifique, de conférences, de tables rondes et de journées d'études qui vont se dérouler à Bobigny, au siège des archives départementales de la Seine-Saint-Denis, qui vont se dérouler aussi en partie au musée et qui vont se dérouler aussi à la fac de Rouen. À partir de ce môle de propositions, nous avons approché nos amis des deux fondations, la Fondation Gabriel Péri et la Fondation Jean Jaurès, sur ce projet. Et je dois dire qu'on a eu très rapidement un avis positif, un enthousiasme à soutenir, en l'occurrence pour les fondations, financièrement le projet, parce que ça compte pour un petit musée comme le nôtre. Hein. Voilà, sinon, voilà, on est sur des budgets qui ne sont pas du tout le budget du musée à Berlin. Donc là, on est en discussion et donc on était en discussion sur cette question-là. Voilà. Et donc on a mis en place, on a réuni un groupe de travail et sur à la fois l'exposition, le livre et sur la partie scientifique de déroulement de conférences qui proposerait au public parisien et des régions une sorte de route, on va dire, voilà, parcours Marx en France 2023. Voilà. Donc il s'avère, la chance pour nous, c'est qu'il y a effectivement que le seul musée à Montreuil qui va faire cette exposition, qui va faire l'exposition. Voilà. Après, sur le champ éditorial, il y a déjà eu beaucoup de choses. La publication de ton bouquin chez Duno, Marx à la plage, et son succès de diffusion auprès de réseaux, auprès d'un public, d'un lectorat qui n'achète pas tous les jours ou chaque semaine un bouquin édité par Exemple Social ou une note, et qui lit pas les notes de la Fondation Gabriel Péri ou Jean Jaurès, achète le bouquin Marx à la plage. Donc ça se voit. J'ai des discussions avec certains libraires, j'ai à la Fnac, au Hall, etc. Et on me dit, ouais, non, mais ça, ce bouquin, j'arrête pas d'en commander parce que je le vends. Voilà. Bon. Donc voilà. Même écho chez un journaliste du Monde qui avait fait un hors-série sur le Karl Marx. On avait dit c'est un numéro qu'on a bien vendu. Voilà. Donc là, tout ça, voilà. Donc on a mis en place. Là, on est en train de terminer d'accrocher. On va accrocher toute une série de documents sous cadre et faire les vitrines dans cette semaine pour inaugurer l'exposition le 25 mars prochain. Voilà. C'est une grosse exposition pour nous, une petite équipe de 4 personnes. Voilà. Et moi, je dois dire que j'ai été content de travailler avec l'équipe autour du projet éditorial, hein, avec Anthony Burlot et avec les auteurs. Parce que c'est pas toujours, ce que je disais à Louise Gaxi à l'instant, c'est pas facile parfois de travailler à plusieurs. Voilà. Donc moi, je suis en plus de culture et de caractère à pas supporter les Américaines mexicaines. Donc Jean Numa, j'ai dit à Jean Numa Ducange, qui serait le conseiller historique de l'exposition, et que l'ouvrage se ferait sous sa direction. Et je lui ai demandé de réunir des auteurs que je souhaitais quand même être des auteurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire de jeunes chercheuses ou jeunes chercheurs, jeunes historiennes ou jeunes historiens, qui, pas pour me dire les vieux, on les dégage, mais c'était pour apporter un nouveau regard. Pourquoi? Parce que nous, on est un musée qui a fait une présentation de collection de Marx la première fois en 1939, dans un contexte que je ne vais pas développer ici, complètement, ouais, comme on dit la télévision, autre. Ouais. Qui a fait une exposition en 1953 qui était une sorte d'ersatz de l'exposition qu'il y avait à Paris qui s'appelait De Marx à Staline. Voilà. Donc moi j'hérite de cette situation-là. Il s'est passé entre temps. Alors il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Et notamment, ce qui s'est passé, c'est ça qui est ici intéressant, c'est que on est sorti du musée démonstratif, du musée prêt à penser ou de kit à penser pour accomplir notre mission comme de musée d'histoire ouvrière et sociale. De donner à lire, à voir au public
une histoire, un événement, une époque et un contexte. Et là, c'est là-dessus que l'argumentation s'est faite très rapidement auprès des autorités que sont le ministère de la Culture via la DRAC ou la région. C'est que à la région, par exemple, on avait un entretien qui était sur des positions idéologiques. Marx communiste, donc on peut rien faire, on peut pas écrire un bouquin d'histoire, on peut pas faire une exposition d'histoire à partir du moment où l'objet est Marx. Voilà. Donc nous, on va, voilà, là, et je pense on démontrera et on va démontrer à travers le bouquin et à travers l'exposition que, ben, oui, dans les universités américaines, dans les universités anglaises, japonaises, chinoises, bien évidemment, les françaises, etc., quand on parle de Marx, les professeurs d'université ne font pas des cours de formation politique, ils font des cours d'histoire, des cours d'économie, des cours de philosophie. Voilà. Donc, voilà. Et donc, c'est ça qu'on souhaitait montrer. Donc, on va montrer très rapidement dans les 3 premières salles un parcours de Marx en France, donner les jalons au public historique, avec des dates, des événements, les gens, les personnes, les socialistes qu'ils rencontrent. Et puis, dans la 4e salle, on aura une petite salle qui va faire un bref retour sur qui a porté les idées de Karl Marx, les a défendues en France dans la période 1890 jusqu'à 1914. La 5e salle sera consacrée à une médiation vers les propos, les thèses économiques et les conceptions et le décryptage économique du capitalisme par Marx. Voilà, parce on part tous de cette expérience, les vieux militants comme moi. Moi, je suis plus militant, mais les vieux militants, quand on a commencé à vouloir lire Le Capital, on s'est dit, ben, je vais peut-être pas lire ça parce que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, et je comprenais rien. J'étais en sciences économiques et sociales. Hein. J'avais un prof d'économie qui était Coco. Et j'ai dit, voilà, il m'a filé le capitalisme de la police d'État, édition sociale, etc., qui m'a tombé des mains. Voilà. Et donc, j'ai lu, comme beaucoup de militantes et de militants, salaire prix profit. C'était pas très épais. Moins que le capital. Moins que le capital. C'était écrit simplement et je me suis dit, ça me suffit pour aller taper et contredire la fille ou le gars de droite de la fac, quoi, voilà, sur l'économie. Voilà, ça me suffisait. Donc là, on s'est dit, nous, comme muséographes et gens de l'exposition, on s'est dit comment on va faire parce que je le rappelle, moi je le martèle tout le temps, une exposition n'est pas un livre dont les pages seraient accrochées au mur pour que le public vienne le lire. Ça s'appelle un livre. Donc justement, il y a une exposition et il y a un livre. Et donc, dans une exposition, on ne peut pas tout écrire, tout dire, etc. On fait des introductions, on fait des appels du pied et on invite le public à aller plus loin. Et aller plus loin, c'est à lire des brochures, à lire des bouquins. Et donc, on s'est dit, la médiation qui est intéressante pour l'économie, parce qu'il y a des filles et des garçons qui ont fait ça, c'est par la BD, par le dessin. Voilà, donc dans la salle 5, la médiation vers l'autopéréquation du profit, la plus-value, qu'est-ce que c'est que le rapport capital-travail, dont on parle beaucoup en ce moment, eh bien, ça sera dans la salle 5. Et puis les 2 dernières salles, eh bien, la dernière grande salle sera consacrée à un dialogue entre des bustes par Carl Jean Longuet de Marx, qui ont été faits par Carl Jean Longuet, donc arrière-petit-fils, sculpteur et arrière-petit-fils de Karl Marx, qui dialogueront avec les productions graphiques ou de dessins très contemporains. Il y aura 2 sérigraphies de Gudus, voilà, dont un Marxist Good avec une paille qui sort de sa bouche et en train de manger un burger, voilà, avec des compositions contemporaines. Et là-dessus, il y aura aussi des affiches dans la salle 5 et 6, des affiches qui seront prêtées par les archives départementales, l'archive du Parti communiste français qui sont déposées aux archives et qui sont conservées aux archives départementales de Seine-Saint-Denis. Et donc voilà. Donc ça c'est voilà le déroulé et la dernière salle sera consacrée parce qu'on est membre du projet avec Marcelo Mousto, sera consacrée au capital. Et donc on installera dans la bibliothèque qui a appartenu à Paul Lafargue et à Jean Longuet des éditions des plus anciennes aux plus récentes du livre Capital. Voilà. Donc,
de la gravure, de la photo. On a fait des grandes, on a agrandi des gravures du cormoran, du décor dans l'exposition. Une infographie réalisée par Clément Quintard de Paris qui redonne les lieux à voir des déplacements de Karl Marx et de Friedrich Engels, mais aussi qui montrera aussi que la première colonie de travailleurs étrangères à Paris, ce sont les Allemands. Hein, voilà. Les étrangers à Paris à cette époque-là, en 1840, 1850, 1860, ce sont les Allemands. Loin devant les Polonais ou les Belges, voilà, les Italiens. Voilà, ça sera des temps, voilà. Et puis une infographie aussi sur, alors, bien sûr, on a mis l'arbre généalogique, parce que ça, de l'arbre généalogique de la famille Marx et ses descendants. Jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, puisque Anne et Frédéric Longuet-Marx sont les filles de Carl-Jean Longuet, le sculpteur, lui-même fils de Jean Longuet étant le fils de Charles Longuet et de Jenny Marx. Jenny Marx étant la fille de Marx. Je crois que là, les gens ont compris. Alors, ça peut être la femme de Marx, effectivement, parce que c'est aussi la femme de l'épouse de Karl Marx s'appelle Jenny et une de leurs filles s'appelle Jenny. Donc là, dans l'exposition, ça sera une nouveauté par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et je regardais encore un bouquin avec des légendes sur les filles de Marx. On a voulu, à travers le cartel et à travers pas mal de photos, redonner une intelligence, j'allais dire, pour être très méchant, une intelligence et un engagement militant et intellectuel et politique de Eleanor et de Laura, qui ne sont pas uniquement les femmes de. Voilà. Surtout qu'en plus, Eleanor n'est pas la femme de Édouard Aveling, c'est sa compagne en union libre. Voilà. Ouais, couple moderne, même si effectivement, et on le dira dans l'exposition, on le dit dans l'exposition, dans un des cartels de photographie, elle se suicide en mars 1898, dans le cadre, suite aux relations tumultueuses, dramatiques qu'elle a avec son compagnon, Aveling. Voilà. Donc voilà, il y a cette dimension-là dans l'exposition. Bien, ben merci beaucoup. Juste une précision pour ceux qui nous trouveraient exagérément modestes par rapport au musée allemand que tu as cité, le Deutsches Historisches Museum, c'est précisément le DHM en Allemagne, une sorte de mini Louvre, hein, c'est-à-dire que c'est un grand musée d'histoire nationale où il y a l'exposition sur l'histoire allemande à Berlin. C'est difficilement comparable avec, je veux dire, c'est pas qu'une question de pays, il n'y a pas genre les grands musées en Allemagne et les petits musées en France. Je dis ça pour précision, parce que c'est pas forcément évident, mais effectivement, pour ceux qui peuvent au moins comprendre l'allemand, ils ont fait un ouvrage accompagnant leur exposition, qui n'est pas un catalogue non plus, assez intéressant sur Karl Marx et le capitalisme. Et effectivement, c'est une des raisons qui nous a amené à travailler là-dessus, c'est que j'avais travaillé préalablement avec eux sur la partie sur la France, en sollicitant auprès des collègues qui avaient des objets français qui étaient utiles pour les Allemands et qui sont utiles pour les Français. Alors maintenant, peut-être comme on a évoqué le fonds du PCF, qui est évidemment un fonds d'archives très précieux pour l'histoire politique, mais très précieux aussi pour l'histoire du marxisme et de ses appropriations qu'on va qualifier de plus ou moins bonnes, plus ou moins heureuses selon les époques, puisque il y avait des expositions aussi. Ça, j'ai tendance à regarder quand je en face, c'est vrai, c'est comme à la télé. Et nous avons évoqué de Marx à Staline, n'est-ce pas? Parce que c'était un peu la problématique pendant un certain nombre d'années. Mais oui, il faut quand même le dire, on ne peut pas nier. D'ailleurs, Pierre, est-ce que tu es prêt? Je voulais faire une transition sur Staline, mais je crains que ce ne soit pas forcément aussi heureux que ce que j'espérais. Donc, je vais peut-être te laisser la parole directement. Il va croire que c'est très heureux. Je remarquais d'ailleurs que Maurice Thorez ne portait pas la casquette ou l'enlevait quand il entrait à l'Assemblée nationale. Mais oui, mais les choses se perdent. Je ne suis pas Maurice Thorez. Il n'est pas Maurice Thorez, il n'est pas député. Il n'a pas envie de l'être. Donc, il a droit à la casquette. Non, je vais être très bref parce que ça n'aurait aucun sens de faire une ressucée de la contribution dans le livre. Alors, en premier lieu, j'ai reçu les épreuves et je remercie Eric, Véronique et toute l'équipe du Musée d'Histoire Vivante. Je trouve que l'ouvrage est assez exceptionnel de par la qualité de
de l'iconographie. Je n'ai pas eu le temps de lire tous les articles encore, mais puisque j'ai pu le voir ce matin. Et le résultat est assez exceptionnel. Hein. La couverture est intéressante et le résultat global, je le trouve d'une richesse enfin, bravo à l'équipe avec Jean Numa qui a été en charge et tous les autres qui ont été en charge de la mise en œuvre de ce projet qui paraissait peut-être un peu abstrait encore il y a 2 ans. Donc ça pour dire quoi? Pour dire que les archives départementales, donc, qui sont une des directions du… Et je continue ou… Non, bien sûr, non, Excusez-moi. Vas-y. Ouais, dis-moi. Non, c'est bon, pardon. Non, c'est bon. Non, tout ça pour dire que les archives départementales étaient très, très heureuses à l'époque de répondre à l'invitation que tu nous avais faite, Jean Numa, de nous associer avec le Musée d'Histoire vivante à ce projet international porté par l'Université de Toronto et que donc, sans très bien y voir grand-chose, on s'est lancé là-dedans en se disant, bon, on n'a pas d'archives Karl Marx dans les archives du Parti communiste français. Et on n'a pas d'archives Karl Marx, oui et non, en fait. Et c'est là où un peu l'objet de la contribution que je fais en tant qu'archiviste, c'est-à-dire quelque chose de peut-être peu explicite, un peu complexe, puisque tout le sens du travail que j'ai réalisé dans le cadre de l'ouvrage, c'était d'expliquer l'histoire d'une disparition au sens où Marx fait souche en France, puisque deux de ses filles, celles qui vivront plus longtemps qu'Éléonore et Jenny, enfin en tout cas Laura, fera souche en France, Jenny fera souche en France, et pour le reste, il y a un héritage familial qui reste en France, donc on sait par Engels qu'il y a une réflexion autour de ces archives, et qu'il y a l'histoire d'une dispersion, et c'est l'objectif un petit peu de la contribution des archives départementales, en l'occurrence, d'essayer de comprendre l'histoire d'une disparition d'archives. Voilà, donc je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus. Simplement, c'est quand même une surprise, et une surprise qui se rattache à une première étape, et ça, tu t'en rappelles bien, Jean Numa, puisqu'à l'époque, on avait un petit peu monté la chose ensemble. En 2013, avaient été réalisés les inventaires à la fois des archives Jean Longuet aux archives nationales et Paul Lafargue, au même moment, de manière très concomitante, aux archives départementales de la Seine-Saint-Denis. Et les archives Paul Lafargue appartenaient au fond du Parti communiste français. Alors, quand on sait les rapports entre la famille, en tout cas Jean Longuet, et peut-être, on était un petit peu surpris, nous, aux archives départementales, quand on a reçu le fonds du Parti communiste, un petit peu surpris d'avoir ce fonds Paul Lafargue, mort en 1911, hein, dans un suicide avec sa femme. Alors, bon, est-ce que c'est un suicide choisi pour les deux? Est-ce que c'était… Bon, bref, là, tout est… Enfin, l'histoire n'est pas encore faite par rapport à tout ça. Mais simplement en partant de cette espèce de petit fonds d'archives qui avait été inventorié à l'époque, on s'était davantage intéressé à l'histoire du socialisme en France après Marx, à travers 2 fonds un petit peu emblématiques, qui étaient le fonds Jean Longuet et le fonds Paul Lafargue. Et donc, on s'était davantage intéressé à l'héritage et à ce qu'avait laissé Paul Lafargue de son existence politique. Et finalement, cet objectif de 2023 était de réinterroger les conclusions qu'on avait tirées en 2013, qui d'ailleurs avait bénéficié d'un des séjours que tu avais fait, Jean Numa, au RGASPI à Moscou, à l'héritier de l'Institut du marxisme-léninisme, pour essayer de repenser ce fonds d'archives, non plus simplement pour repositionner Paul Lafargue dans le mouvement socialiste français, donc lui étant mort 9-10 ans avant la création effective du Parti communiste français, mais d'interroger des traces possibles de Marx et des traces archivistiques, des traces papier de cette famille qui a fait souche en France, hein, je le rappelle, avec Jenny et Laura. Et ce qui s'est avéré, c'est que
l'essentiel des archives qui étaient très denses à la fin des années 1940 ou au début des années 1950, et ça on a pu le retracer avec des inventaires qui existent, mais des inventaires qui listent des pièces qui aujourd'hui ont disparu en France. Donc, en fait, l'objectif de la contribution archivistique de l'ouvrage, en tout cas de la contribution d'archivistes, parce qu'évidemment, les historiens s'interrogent aussi sur la question des archives, donc de la contribution de l'archiviste, on va dire, ça a été de retracer l'histoire de cette disparition qui nous est encore inconnue, qui est pleine d'hypothèses, mais on sait qu'au tournant des années 1940-1950, alors qu'une partie des descendants de Marx en France s'était rapprochée du Parti communiste français, des dons ont été faits au Parti communiste français et les manuscrits de Marx et d'Engels sont disparus aujourd'hui. Donc voilà un petit peu l'objectif de la contribution que moi je fais au sein de l'ouvrage, et qui est une contribution très insatisfaisante puisqu'elle ne donne pas de solution à l'histoire d'une dispersion ou d'une disparition d'archives. Bref, beaucoup d'hypothèses. Et ça, c'est la première chose dans l'articulation de la réflexion sur les traces de Marx, puisqu'évidemment, après, l'organisation politique, elle s'est saisie de la matière produite par Marx et Engels, en l'occurrence le Parti communiste français, hein, au même titre que le Parti socialiste ou d'autres organisations politiques qui se revendiquent de Marx. Mais l'idée était plutôt, et là, à grands traits, dans une dernière partie de la contribution de l'article, c'est un petit peu de donner des grandes orientations sur les structures internes au Parti communiste qui sont réellement saisies de la matière idéologique, théorique de Marx pour produire de la politique d'une certaine manière. Et à travers les universités, enfin le Centre d'études et de recherche marxiste, à travers le Comité central d'Argenteuil, à travers la section d'éducation, à travers les travaux de la commission économique, de la section économique et de gens comme Paul Bocara, à travers… bref, on a là une matière extrêmement dense, extrêmement… que les historiens peuvent appréhender pour voir en quoi un parti qui naît en 1920, qui se revendique d'un héritage, irrigue son corps militant d'une certaine manière de cette pensée marxiste, avec des évolutions dans les usages qui sont très bien notées dans ce que disait Éric sur la présentation de l'exposition, avec une modernisation de la pensée, avec des temps où le débat s'ouvre. Je reviens sur le comité central d'Argenteuil de 1966, où les intellectuels ont le droit, ou en tout cas on leur offre la possibilité de s'exprimer sur cette matière structurelle, on va dire, sur cette de l'idéologie, avec un rapport au groupe dirigeant qui, in fine, sanctionne un peu c'est dans une des autres contributions de l'ouvrage, mais qui sanctionne un peu ce que doit être la doxa en matière de marxisme. Mais pour autant, il y a des moments d'effusion, il y a des moments de classicisme, et dans les années 60-70 naît quelque chose de nouveau qu'on retrouve dans les archives du Parti communiste, dans différentes structures qui sont amenées à penser, qu'on retrouve en matière de communication, qu'on retrouve en matière de volonté d'éducation des communistes à travers les écoles centrales, comment on enseigne le marxisme dans cette structure pérenne jusqu'aux années 90 qui s'appelle l'école centrale du Parti communiste. Bref, tout ça est très divers, très complexe à synthétiser, mais elle mérite d'exister avec les limites que peut connaître le fond du Parti communiste, qui, rappelons-le, a été un parti très marginal dans le système politique français, a été en proie à la fois à une culture du secret, mais aussi à la répression, à la Seconde Guerre mondiale, à la décolonisation, etc. Donc, il y a eu un rapport complexe aussi à ses propres archives, ce qui fait qu'on a un ensemble assez disparate, mais qui constitue aussi un fil que peuvent tirer les historiens aujourd'hui pour réfléchir à une chose, enfin deux choses en tout cas. Quelles sont les traces de Marx
l'homme et de sa famille dans les archives du Parti communiste qui s'en est revendiqué l'héritier, et l'un des héritiers en tout cas, et quelles sont les traces de sa pensée dans les archives de ce même Parti communiste et dans la production et les usages qu'il a pu faire de Marx et du marxisme. Voilà en substance Merci. Voilà, j'irai pas plus loin. Très bien. Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est de passer brièvement la parole donc, à plusieurs des auteurs, ils sont presque tous là, des chapitres du livre. Peut-être Elisa Marcobelli pourrait dire quelques mots sur, on va remonter chronologiquement un petit peu en amont, puisqu'elle a notamment été en charge de rédiger l'article sur la première acclimatation du marxisme après la mort de Marx jusqu'à la Première Guerre mondiale et la Révolution russe. Donc Elisa Marcobelli, qui est historienne et à l'Université d'Avignon. Oui, bon, merci. Merci pour tout le travail et pour les présentations. Oui, je vais donc parler brièvement des premières années après la mort de Marx, qui sont des années intéressantes parce que ce sont bien entendu ou pas, les années des premières traductions de Marx en France. Et ce qu'on découvre, en fait, c'est que oui, les premier livre du Capital, il a été traduit avant la mort de Marx, en 1875. Mais en fait, la traduction de Marx s'est fait finalement assez lentement. Aussi en France, on pourrait penser que non, parce que bon, en travaillant sur le projet de Marcello Musto, je sais quand est-ce que le premier livre du Capital a été traduit dans pratiquement tous les pays du monde. La France est donc le deuxième pays en fait qui traduit les premiers livres, donc on s'attendrait à une activité de traduction un peu plus vivace pour les années juste après la mort de Marx, et ce n'est pas vraiment le cas. La première traduction du manifeste du Parti communiste, elle sort, oui, en 1882, quand Marx il est encore vivant. C'est aussi la même année où le mot marxisme apparaît dans le vocabulaire français par la plume de Brousse, qui par contre en donne une définition quelque peu négative. Et en 1883 apparaît en français, j'ai dit pas très vivace la traduction de Marx, mais quand même, parce que un ouvrage qui sera en fait fondamental aussi pour beaucoup d'autres pays. Il s'agit de la version abrégée du Capital écrite par Gabriel Deville, qui circulera beaucoup et qui sera traduite en fait dans beaucoup de langues dans le monde. Je pense que dans pratiquement tous les pays que j'ai pu voir, on traduit cette version abrégée de Deville. Et dans beaucoup de pays a été considérée en fait pendant longtemps comme la seule version du Capital de Marx qu'on pouvait lire. Donc voilà, si les volumes 2 et les volumes 3 sont traduits tard en fait finalement parce qu'ils sont traduits en 1900 et en 1902. Si aussi les autres ouvrages font l'objet dans les premières années après la mort de Marx des traductions finalement partielle, presque par slogan, comme on utilise Marx en fait comme presque un Marx adapté aux besoins de la propagande. Il y a aussi des exemples comme la version abrégée de Deville qui circulent beaucoup aussi en dehors de la France. Donc, en fait, c'est le premier volet de mon article qui est un volet très important, je trouve. Et ensuite, s'ouvre toute la question, bien entendu, de la réception des idées de Marx en France, qui est une réception, comme je le disais, d'un côté assez pliée aux besoins de la propagande, on peut dire, même si la recherche, surtout de Jean-Dumas Ducange, a nuancé ces constats, et c'est la version que les guédistes font circuler en fait en France du marxisme. Il y a aussi plusieurs critiques qui sont formulées en France à l'égard de la pensée de Marx. Il y a la critique sorelienne
italienne qui reprend en fait en quelque sorte, en l'adaptant à la réalité française, les débats révisionnistes qui a lieu autour de la figure de Bernstein en Allemagne. Sorel qui arrive en fait, Sorel, désolé, et ensuite la critique de Charles Handler qui ouvre un grand débat sur le marxisme en France. Handler qui arrive en fait à affirmer que finalement beaucoup des idées qui sont exprimées dans les capitales, mais surtout dans les manifestes du Parti communiste, ont été formulées à la base par des penseurs français tels que Proudhon et Blanqui. Ce qui ouvre en fait un débat particulier au sein du marxisme français, que par contre, en lisant aussi ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres pays, j'ai trouvé qu'en France, et notamment la recherche en fait de ce qu'on a appelé la genèse française de la pensée de Marx. Donc, deuxième grand volet, adaptation de la pensée de Marx à la France, critique de la pensée de Marx aussi à la France. Troisième partie qui rentre en fait aussi dans cette deuxième partie, c'est la grande question du marxisme face à la question républicaine. Donc, après la naissance de la SFIO, beaucoup de socialistes de la SFIO rentrent au Parlement, participent donc à la vie du gouvernement et s'ouvre la question de la trahison, de quelque manière, des idéaux de Marx, des idéaux surtout révolutionnaires, qui c'est une question en fait qui accompagne, on pourrait dire, toute l'histoire de la SFIO jusqu'à 1914, avec bien entendu la figure de Jean Jaurès comme grand grand lien, en fait, point de rencontre entre le républicanisme et un socialisme qui se rapproche marxisme. En tout cas, un grand lecteur interprète aussi de Marx. Et bon, ma partie se conclut bien entendu avec la trahison ultime du marxisme par la SFIO et et seulement pas par la SFIO. Donc l'adhésion à l'Union sacrée et l'entrée en guerre. Et la donne change complètement en 1917 avec la révolution russe et donc avec de nouveaux débats qui s'ouvrent par rapport au marxisme aussi en France, parce qu'on a désormais un clivage irrémédiable entre les vieux socialistes qui sont accusés d'avoir trahi la cause marxiste en soutenant la guerre et entre eux, donc, ceux qui se réclament des intérêts bolcheviques. Et c'est sur ça que mon intervention se conclut et c'est en fait Adeline, normalement, qui prend le relais à partir de là. Très bien, peut-être. Alors, donc la transition est magnifique, je n'ai rien à dire. Donc, je la suis sur un parler, mais peut-être Anthony Dolo qui doit nous quitter un peu plus tôt, qui a joué un rôle important dans ce dispositif, notamment en termes de coordination éditoriale et autres. Qui, par ailleurs, parmi ses faits de gloire récents, donc le fait qu'il est historien, a traduit Le Mousteau, dont nous avons parlé, dans les dernières années de Karl Marx aux presses universitaires de France, qui vient de paraître avant-hier. Voilà, mais cela étant dit, il a notamment rédigé plusieurs chapitres, mais peut-être, comme Antoine Aubert est là, ça permettra d'instaurer un dialogue et une complémentarité, notamment le chapitre clé qui est sur le grand moment du marxisme, hein, sur les années 60-70. C'est pas qu'il y a des petits et des moyens moments, mais c'est quand même là que probablement, enfin c'est même sûr, le plus de gens tout simplement ont lu, ou prétendu, lu Marx, des bréviaires, des abrégés, ce que vous voulez, moissonné par de multiples courants. Et si tu me dis si c'est moi qui parle, du coup tu vas devoir partir, donc je me tais, bien sûr. Non, mais je veux pas du tout briser ton enchaînement, mais si c'est pour parler du texte écrit avec Antoine. Mais tu peux parler d'autre chose, c'est une vision panoramique. Présenter en premier, et ensuite moi j'en dirai un mot. Tu ne peux pas partir, ça devrait Alors donc, je n'ai rien dit. Voilà, comme ça on et je passe la parole à Adeline Daskiewicz, qui est donc agrégé docteur en histoire contemporaine, spécialiste d'un homme que nous adorons tous, Albert Thomas, bien connu des marxistes, et donc ministre de l'armement pendant la Première Guerre mondiale, haï par les communistes quasiment jusqu'à nos jours, mais nous sommes ici aussi pour avoir un certain recul historique. Donc évidemment, nous sommes contents d'avoir quelqu'un qui a travaillé sur... bon, objectivement, figure controversée de l'histoire du socialisme, mais qui, par rapport à notre actualité sur le travail, il faut le dire, a été un homme important entre deux guerres, notamment au niveau de l'Organisation internationale du travail.
et du Bureau international du travail, tout particulièrement. Et donc, Aline Leszkiewicz est spécialiste de l'entre-deux-guerres et n'est pas du coup que spécialiste du PCF, au contraire, d'une certaine manière, ce qui permet peut-être aussi de rééquilibrer certaines images qu'on a parfois en étant trop centré sur le PCF dès qu'on évoque le marxisme. Il ne s'agit pas évidemment d'exclure, ce serait absurde, mais c'est bien d'avoir des regards différents et pluriels sur cette réalité, notamment pour l'entre-deux-guerres. Alors, oui, donc du coup, moi, je pense que je parle on va parler du grand moment du marxisme qui était les années 60. Donc, je suis dans un moment, on va dire, transitoire. Enfin, au niveau, en tout cas, de la vivacité intellectuelle, c'est un moment de transition, c'est sur l'entre-deux-guerres. Donc, moi, ma contribution, elle s'ouvre sur un événement majeur qui est le congrès de Tours en 1920 et la scission entre la SFIO et la SFIC, future PCF. Et donc là, s'ouvre en fait une période qui va être justement, donc effectivement, avec on va dire, je fais un pas de côté peut-être par rapport aux spécialistes du marxisme qui l'ont vu depuis le PCF. J'ai du coup essayé d'analyser en fait, de voir comment se passait la concurrence entre la SFIO et la SFIC sur à qui appartient en fait l'héritage de Marx, parce que c'est en fait ça le débat dans les années 1920. Donc là, j'ai effectivement observé par exemple la formation militante comparée en fait entre les militants du PCF et les militants de la SFIO. Alors il y a un point commun en fait entre les deux, c'est que les deux s'appuient bien sûr sur des brochures de vulgarisation de Marx. Les militants ne lisent pas forcément le Capital intégralement, mais ils le connaissent via des brochures de vulgarisation. Donc on s'appuie sur la brochure dont a parlé Elisa de Gabriel Deville, par exemple. Et puis au sein du PCF, il y a une concurrence progressive, enfin pas une concurrence, mais disons la formation qui va être celle du marxisme-léninisme, qui va l'emporter et non pas mettre de côté Marx, mais réadapter Marx dans cette vision-là. Du côté de la SFIO, en fait, finalement, c'est un Marx un peu plus classique qui était celui finalement d'avant, en 1914, que l'on conserve, à l'exception, donc là, j'ai quand même consacré effectivement une toute petite part de ma contribution à la critique anti-marxiste qui existe au sein de la SFIO. Albert Thomas en premier. Alors, pour lui redonner quand même une part importante, c'est quand même un des lecteurs de Marx, en tout cas dans sa formation. Déjà, il parle l'allemand. Il a lu des textes de Marx ou d'analyse marxiste en allemand dans sa formation. Donc, du coup, en tout cas, autour de lui et de ses intellectuels, il y a l'idée qu'on est en mesure d'évaluer la conformité de l'expérience bolchevique à l'aune de ce qu'a écrit Karl Marx. Tout ça pour mieux en dénier, bien sûr, la légitimité. Mais du coup, il y a des écrits aussi qu'on retrouve en partie chez Léon Blum, mais qu'on trouve dans des brochures, notamment une brochure donc justement de Thomas, Bolchevisme ou Socialisme en 1919, qui évoque cette question-là pour mieux dénier aux communistes l'héritage en fait de Marx, et pour mieux le dénier aussi aux bolcheviques. Donc j'aborde cette partie-là. J'aborde aussi donc la question des éditions de Marx à cette période-là. Là, bien sûr, par contre, finalement, ce sont les éditeurs socialistes qui restent, qui ont une place très importante, puisqu'il y a des projets donc avortés du Parti communiste français, notamment pour rééditer le Capital. Donc finalement, ce sont des éditeurs socialistes qui restent en fait hégémoniques, en tout cas pour cette période-là. Ça changera bien sûr après la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas être très longue pour laisser la parole donc à mon voisin. Peut-être pour parler de la pour parler de la période un peu qui s'ouvre après 1945, qui est un peu une période entre 1945 et les années 60. C'est vrai que c'est peut-être une période de relatif vide, puisque on va reprendre l'héritage qui était celui de l'entre-deux-guerres. Bien sûr, il y a une actualisation avec le contexte de la guerre froide, et là, en fait, c'est un Marx, on va dire un Marx de guerre froide qui réapparaît, notamment dans les cercles de réflexion du côté du Parti communiste, tandis que du côté de la SFIO, il y a l'héritage marxiste qui est encore assez présent, mais bien sûr une ouverture en même temps vers des nouveaux électorats qui éloignent progressivement le parti d'un marxisme révolutionnaire.
J'achèverai peut-être juste pour parler en lien avec la question du musée, parce que j'ai parlé avec, je suis en échange avec Thomas Le Goff du musée d'histoire vivante, qui donc est responsable de l'accueil des publics. Et donc il y aura aussi dans la lignée de l'exposition comment dire, un parcours qui sera un parcours dans le musée qui sera à destination des enseignants du secondaire qui aimeraient qui veulent rendre, qui veulent venir au musée avec leur classe. Enfin, là voilà, c'est ma double casquette d'enseignante peut-être donc du coup il y aura une projection aussi du film de Raoul Peck, le jeune Karl Marx, et donc le parcours qui sera proposé aux enseignants pourra aussi s'intégrer avec le visionnage de ce film. Donc ça sortira. Il faut que j'ai vu l'exposition aussi pour pouvoir voir comment évoluer. Voilà. Donc dès que l'inauguration sera passée, donc après le 25 mars, on sera en mesure de proposer ça aussi pour les enseignants du secondaire. Enfin, le lien avec les programmes de première sur le 19e siècle et le programme de terminale où on parle de la guerre froide quand même, et peut être direct. Donc voilà, ça c'est un appel à venir au musée aussi avec des élèves. Merci beaucoup. Et effectivement, j'apprends en direct ça, mais c'est très bien. Et j'ai eu quelques demandes, ce n'est pas énorme, mais de collègues du secondaire qui s'interrogent sur la possibilité d'utiliser ce musée dans le cadre de leur, notamment ceux qui sont évidemment à Troyes, sont loin du musée, c'est plus facile. Et donc, ça fait partie des usages possibles de tout cela. Bref, Anthony Burlot, que j'ai déjà présenté, donc que je ne vais pas représenter, qui peut dire peut-être quelques mots. Oui, c'est bon, le micro est là, puisqu'il a participé à l'ensemble de l'élaboration aussi. Alors, je lis quelques mots du dernier article. Donc, moi, j'ai co-signé 2 articles. Un avec Jean Quétier sur la manière dont Marx a perçu et analysé la France de son vivant. Et puis, un deuxième article que j'ai coécrit avec Antoine Aubert, qui porte sur la période 1960, qui va de 1960 à nos jours. Donc une période longue, probablement c'est la séquence la plus longue des différents chapitres, ce qui évidemment oblige à des abandons déchirants et à des simplifications et à tout un travail de synthétisation. On a en partie utilisé d'ailleurs déjà des travaux qui figurent dans le livre Marx, une passion française. Évidemment, on fait fond là-dessus. Donc, dans cet article qui porte donc sur les 60 dernières années, on a en gros subdivisé la période en 2 ou 3 temps. Et la première période, c'est la séquence des années 60 et 70, qu'on présente avec Antoine comme un âge d'or du marxisme en France, à la fois dans le champ politique, dans le champ éditorial et dans le champ intellectuel. Dans le champ politique, parce que naturellement le PC continue à se réclamer de Marx et à utiliser Marx. Le PS lui-même, notamment donc dans les années 70, parce qu'on est dans la dynamique du programme commun, est un peu obligé d'en passer par Marx. Et puis il y a dans les années 68, un peu avant et un peu après 68, une myriade d'organisations qu'on peut appeler révolutionnaires ou gauchistes selon la manière dont on les considère. Et qui souvent sont des organisations petites, pas toujours, mais souvent, mais néanmoins très dynamiques et qui contribuent beaucoup à la diffusion de la pensée de Marx ou des auteurs de la tradition marxiste. Donc il y a cette présence qui reste importante et même parfois centrale dans le champ politique. Il y a une présence, il y a une véritable efflorescence éditoriale dont les raisons sont multiples et je ne peux pas m'arrêter dessus, mais on assiste à des republications assez nombreuses, mais aussi à des nouvelles traductions, à des traductions de textes de Marx inédits, y compris des textes importants du corpus marxiste. C'est aussi l'époque de l'entrée dans l'édition de Marx. Donc Marx est aussi largement diffusé en livre de poche, en brochure. Donc il y a cette force de frappe de la pensée marxiste qui est considérablement accrue dans le domaine éditorial. Et puis, et c'est peut-être le principal, il y a aussi une floraison intellectuelle très importante en philosophie, beaucoup dans les sciences sociales, dont on a essayé de donner une idée, même si là encore il faut simplifier beaucoup. Et cette floraison, cet enrichissement de la pensée marxiste, cette multiplication des prolongements, cette application des concepts de Marx à différentes problématiques contemporaines, elle est aussi permise par le fait que
le contrôle politique sur les instances de production intellectuelle se relâche un peu dans ces années 60 et 70. Ça donne une marge de liberté un peu plus grande aux intellectuels qui veulent utiliser Marx et discuter Marx. Voilà, donc on a essayé de donner une idée générale de tout ça. Encore une fois, bon, ça oblige à sélectionner beaucoup, à résumer parfois abusivement en quelques mots des vies entières de recherche. Donc voilà, c'est un exercice qui est délicat. On est obligé de sacrifier des noms, de se contenter d'allusions parfois, mais enfin, on essaye quand même de donner une idée générale de cette époque. Et puis, après cette époque d'âge d'or, vient un temps de retournement que Antoine a plus spécifiquement étudié, donc dont il va pouvoir dire un mot. Je passe la parole à Antoine Aubert. Je précise au passage que pour toutes les périodes évoquées, les illustrations sont très abondantes et certaines sont même très rares et peu connues. Je dis pas ça pour juste que vous achetez le livre, mais c'est réel. Il y a eu un effort de diversification parce qu'on voit toujours un peu les mêmes trucs sinon. Hein, sur ça. Donc Antoine Aubert, qui est donc postdoctorant à Sciences Po et qui a soutenu une thèse. Enfin, les années passent quand même. Enfin, il n'y a que 2 ans, c'est ça, hein, je parlais 2 ans, sur notamment l'histoire éditoriale du marxisme à travers l'histoire des éditions sociales, Anthropos et Maspero. Donc voilà, et qui a notamment travaillé justement sur le retournement des années 80, qu'il nuance, pourrait-on dire. Je vais en dire effectivement 2 mots. Merci à tous et à toutes. Avec peut-être quand même pour reprendre sur la question de l'âge d'or que Anthony a commencé à aborder, il y a évidemment tout un tas de questions politiques qui expliquent tout ça. Il y a aussi tout un tas de questions structurelles. Hein. Sur l'âge d'or éditorial en tant que tel, il y a aussi le fait juste que à partir des années 60, il y a une multiplication du nombre d'étudiants, par exemple, hein, et donc du public par 10 environ, entre 60 et 70. Donc, il y a tout un tas de conditions de possibilité de cette circulation. Et pour vous donner, par exemple, un chiffre, hein, si on fait les archives éditoriales, notamment de Maspero, les livres d'Althusser autour du Capital et de Marx se vendent en une dizaine d'années, donc entre 66 et la fin des années 70, à peu près 70 000 exemplaires. Et en fait, c'est le cas pour quand même un certain nombre de livres, parce qu'il y a un public intéressé, parce qu'il y a aussi une effervescence politique, avec notamment 68, évidemment, hein, avec la politisation déjà des années 60, avec la guerre d'Algérie, le Vietnam, etc., mais aussi avec mai-juin 68 qui insuffle quelque chose quand même d'assez incroyable, avec tout un tas de revues, d'éditeurs qui sont créés à ce moment-là, éditeurs notamment très militants. Et donc voilà, tout ça est lié, tout ça fait que pendant quelques années, il se passe quelque chose d'assez incroyable, et tout ça explique aussi qu'à la fin des années 70, ça s'essouffle, et ça s'essouffle pour tout un tas de raisons. Sans doute un peu de lassitude de la part de tout un tas de militants qui, pendant de nombreuses années, sont consacrés très intensément à tout ça, et qui, pour des raisons très classiques en sociologie, hein, par exemple, mais peuvent avoir des enfants, voilà, un vieillissement social qui peut expliquer qu'on est un peu moins militant à fond. Lassitude aussi de tout un tas de guerres intestines. Hein. À la fin des années 70, il y a énormément de petits ou moyens groupes politiques qui explosent et qui disparaissent. La fin du programme commun aussi, avec tout un tas de conflits politiques avec ça. Et puis, dans les années 80, donc, il y a pas mal de choses qui expliquent, et notamment, bon, un des grands facteurs explicatifs, c'est quand même l'arrivée de la gauche au pouvoir, qui a un double effet. C'est à la fois d'attirer un certain nombre d'intellectuels vers les sphères du pouvoir, qui, du coup, a tendance à, dans un premier temps, vouloir changer les choses, et puis sans doute assez vite dépolitiser un petit peu et rendre un peu moins vivace la référence à Marx. Et puis, lié à ça, c'est plus globalement le fait que il y a beaucoup moins d'espace pour notamment le Parti communiste français après 83, et puis plus globalement pour d'autres groupes. Par exemple, hein, Alain Badiou, qui reste très maoïste dans ces années 80, a une revue qui s'appelle Le Perroquet, a un groupe politique qui reste actif dans ces années-là, mais qui est absolument inconnu voilà, à part des petits groupes de spécialistes. Mais il continue avec d'autres à s'intéresser à la question ouvrière, au marxisme. Et donc, plus globalement, en fait, quand on s'intéresse à ce qui est un petit peu moins visible et un petit peu moins sexy dans ces années-là, il reste quand même un certain nombre de choses.
Mais il y a plusieurs choses. D'une part, il y a quand même une atomisation des groupes, ce qui fait que la plupart des penseurs sont un peu solitaires dans ces années-là. Il y a une baisse de visibilité, hein. Clairement, ça se vend moins, on en parle moins aussi, hein. Ce qui caractérise les années 70, c'est quand même qu'on en parle partout, y compris dans les grands médias, hein, donc, et donc papier ou même télévisuel, etc. Bon, là, c'est beaucoup moins le cas. Et donc, il y a tout un tas en fait d'explications qui permettent de comprendre que le marxisme décline, qu'il se dissipe, qui disparaît en bonne partie, mais qui n'est pas mort naturellement, comme si tout le monde avait renoncé subitement. Je prendrai juste un exemple pour finir, hein, mais c'est par exemple le cas d'une revue du Parti communiste, hein, dans lequel notamment Serge Likov était actif, qui est la revue Société française, et qui, pendant toutes les années 80, continue d'essayer de maintenir un peu vif un marxisme relativement critique dans ces années-là. Et il faut bien aussi avoir en tête que c'est très rétrospectif, hein, de penser qu'il ne se passe plus rien, mais dans ces années-là, les acteurs continuent quand même de croire à tout un tas de choses et de pouvoir changer les choses et de rendre vivace. Donc, il faut aussi essayer de faire un peu une histoire souterraine de tout ça. Je dis, évidemment, il y a un déclin massif, mais c'est pas pour autant qu'il se passe plus rien dans ces années-là. Il y a tout un rapport critique au marxisme qui doit être interrogé un peu plus, hein, que ce soit par rapport à la philosophie d'histoire, à la classe sociale centrale qu'est le prolétariat, etc. Il y a tout un tas de nouveaux concepts qui émergent aussi dans ces années-là, et notamment celui de multitude, par exemple, hein, autour d'Antonio Negri, qui émerge au tout début des années 80, en fait, quand il est encore en prison. Bien, merci beaucoup d'avoir été chacun bref. Et en même temps, je crois qu'on a évoqué un certain nombre de points qui méritaient discussion, échange. Donc, peut-être dans un premier temps, s'il y a parmi les participants en ligne des gens qui souhaiteraient intervenir, poser des questions. Alors, je n'ai pas réussi à me connecter, moi, pour des raisons, donc je ne peux pas regarder s'il y a des questions et autres, mais il y a un écran. Quel était le regard critique de Proust sur Marx? Anthony Burlot nous quitte. Alors, on a une question sur Proust, à laquelle certains peuvent peut-être répondre, mais je crois que c'est un rapport assez distendu. Enfin, je n'ai pas en tête de texte précis là-dessus, loin de là même. Est-ce qu'il y a parmi les spectateurs, certains souhaitent-ils intervenir ou poser des questions, compris sur éventuellement l'exposition, l'ouvrage qui est à paraître? Alors, pendant que certains ont éventuellement la volonté d'intervenir, l'ouvrage, se le procurer, il va bientôt arriver, c'est la bonne nouvelle. Oui, mais quand est-ce qu'on, voilà, peut-être une précision? Déjà, il sera présent lors de l'inauguration le 25 mars prochain, le samedi 25 mars, à partir de 17h. Ça sera un gros pôle de vente à ce moment-là. Et après, donc, il sera en achat auprès du musée. Auprès du musée, via le site internet. D'accord. Il y a un bon de commande, il y a une carte bleue qui est possible, avec laquelle on peut régler. D'accord. Sur le site musée qui vont procéderont par la suite. Après, nous, on va voir si financièrement on peut payer la prestation d'une diffusion. Oui, ce qui pourra, voilà. Bon, ça sera dans un deuxième temps. Mais après, on va donc, comme on avait fait pour l'album illustré sur Congrès Tour pour 1920, on a une diffusion auprès des libraires parisiens et de France, voilà, juste comme ça. Mais là, je pense que, par exemple, c'est un bouquin qui peut être pris par les Fnac, etc. Donc là, on va faire les VRP distribués sur ce bouquin. Entendu, oui. Ils peuvent lever les mains et on peut donner la parole s'ils veulent. Est-ce que certains veulent lever la main et prendre la parole parmi les spectateurs? Bon, tu comprends ce que je veux dire. D'autres questions? Peut-être que vous pouvez échanger. Non, vous avez oui, si certains ont des demandes de précision, on s'est déjà beaucoup parlé, vous comprenez, c'est que
a déjà élucidé toute une série de problèmes et questions, mais on peut tout à fait, alors peut-être pour préciser, puisqu'il a été question de réception de capital dans le monde, etc., probablement il y aura d'autres projets autour de l'histoire du marxisme. Parce que bon, parmi les partenaires qu'on a évoqués, bonjour à tous, nous dit Serge Molikov. Bonjour Serge, dont qui est à un statut double, puisqu'il est à la fois président du conseil scientifique de cette fondation et en même temps acteur de l'histoire dont nous avons parlé. Donc il peut tout à fait intervenir voilà. Non, ce que j'étais en train de dire, puisqu'on a évoqué archives, documentation, maison d'édition, parmi les institutions qui nous prêtent des choses pour l'exposition, il y a l'IMEC de Normandie, peut-être Caen, l'Institut Mémoire Édition Contemporaine, et qui a notamment les archives d'Althusser, une partie de sa bibliothèque, et donc on aura l'exemplaire du Capital, si je ne dis pas de bêtises, annoté par Althusser, qui sera présenté lors de l'exposition et ce genre de choses. Et je précise en passant qu'avec l'IMEC, qui est intéressé par toute la démarche, souhaite un peu valoriser ses fonds autour de l'histoire intellectuelle du marxisme. Et on aura probablement d'autres séances du même type l'Université de Rouen dans les années à venir. Donc, l'exposition a permis ça aussi, de rapprocher les... Alors, il y a une question. Comment est apprécié ce travail sur Marx en France par la direction actuelle du PCF? Ça, c'est Ils n'ont pas vu l'expo. Alors, ils n'ont pas vu l'exposition, ils n'ont pas pu la voir. Mais je peux vous dire qu'il est probable que des membres éminents de sa direction veuillent visiter l'exposition, puisque maintenant je suis sérieux, on m'a fait part de la volonté de certains d'aller voir ça, d'autant que Frédéric Genevet, qui est président du musée, est à la direction, ou je ne sais plus ce qu'il fait exactement au PCF. Peut-être, oui. Je sais pas, enfin, il a été longtemps en tout cas. Donc il y a un lien, et effectivement, très sérieusement, des membres du comité exécutif m'ont demandé de visiter. C'est ouvert à tous les publics. Mais bien sûr, toutes les directions de tous les partis politiques, ou presque, seront ouvertes à visiter. Le musée. Alors, il y a une autre question de Serge Molikov. J'étais sensible à la remarque d'Antoine sur les efforts poursuivis par Société française. Ma question posée est aussi à Jean-Humain et Antoine sur la place du CERM dans cette affaire, dans le prolongement de la réunion de Rouen. À la réunion de Rouen, c'est pas une réunion du CERM à l'époque, je précise, parce que ça peut prêter à confusion pour ceux qui ne seraient pas au courant, mais c'est que nous avons valorisé, dans le cadre d'un projet porté par l'Université de Bourgogne, la Maison des sciences de l'homme, donc dans le cadre d'un projet Collex Percé, mais je vous passe les détails, mais où on a numérisé, en fait, c'est disponible sur le portail Pandore, la totalité des cahiers du CERM, du Centre d'études de recherche marxiste, qui permet d'avoir une base documentaire assez unique, parce que c'était des cahiers qui étaient un petit peu dispersés. Et effectivement, dans le prolongement de cela, ce que nous souhaiterions faire, et c'est en cours d'élaboration notamment avec l'IMEC, c'est quelque chose qui soit autour du marxisme dans l'histoire, des différentes interprétations, notamment avec un collègue comme François Borde, qui s'occupe des fonds documentaires là-bas. Et je précise, parce que c'est pas désormais c'est pas un secret, puisque les cahiers l'IMEC ont publié quelque chose là-dessus, il y a des nouveaux fonds d'archives qui vont arriver. Henri Lefebvre, par exemple, qui était une figure intellectuelle très importante des années 20 à 1991, parce qu'il est mort très âgé, et qui est très connu dans le monde anglophone, notamment sur les questions d'histoire urbaine, de critique de l'urbanisme, parce qu'il y a une grande modernité de un certain nombre de textes d'Henri Lefebvre sur la critique de la vie quotidienne par rapport à des problématiques d'urbanisation. Alors ici, finalement, il est relativement peu connu par rapport à ce qu'il peut être à d'autres époques, mais autour de figures comme ça et de fonds d'archives considérables, visiblement les archives Lefebvre, plein de manuscrits inédits, enfin, après des choses probablement inégalement intéressantes, mais certainement des choses intéressantes aussi. Et donc oui, on aura des prolongements de ce type-là autour de fonds privés qui continuent à surgir, parce que l'époque qu'a évoquée Antoine est une époque relativement récente, une quarantaine, voire une trentaine d'années. Certaines personnes peuvent être vivantes ou mortes il n'y a pas très longtemps, et il y a des fonds d'archives qui commencent à arriver, ce qui est logique. Henri Lefebvre en a un très bon exemple, par sa descendance. Il doit y avoir Antonio Negri qui arrive à l'IMEC. Et il y a Antonio Negri qui arrive à l'IMEC, qui lui est toujours en vie, je précise pour ceux, voilà. Daniel Ben Saïd aussi. Daniel Ben Saïd, les archives sont rentrées, c'est le sommaire du dernier cahier de l'IMEC, effectivement. Daniel Ben Saïd, qui était dirigeant trotskiste de la LCR, qui a une œuvre aussi un peu critique sur Marx, au-delà de son engagement politique. Et donc, il y a pour répondre à Serge, il y a vraiment des fonds nouveaux de personnalités quand même assez importantes de cette période-là. Enfin, je me dis, Henri Lefebvre, vous allez dans une université anglophone, c'est une référence, c'est dans les notebooks, c'est une star de la géographie, de toutes les études environnementales, extrêmement connue, enfin beaucoup plus qu'en France.
Donc, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes à apprécier. Y a-t-il prévu une collaboration avec l'Université marxiste de Belgique? Ah oui, je vais remonter après. Pas particulièrement, mais ils m'ont déjà invité à faire des choses. Je pouvais pas y aller, mais on peut envisager ça. Je pense qu'ils sont liés, effectivement. L'université est liée au Parti du Travail belge, si je dis pas de bêtises, qui a une revue, Lava, que j'ai collaboré il y a un peu de temps. Donc, ça fait partie des coopérations qu'on peut envisager. Et avec le projet de documentation documentaire de Pandore, effectivement, c'est important. Et vous avez cité les 3 livres de Marx sur la France, les rappeler, les 3 principaux ouvrages, oui, bien sûr, je peux les rappeler. C'est pas unique, hein, mais c'est les plus connus. Donc, les luttes de classe en France, 1848-1850, qui est une collection d'articles de Marx sur les événements, notamment de février et de juin 1848, et juste après, qui ont été réunis par Engels après sa mort, mais donc qui forment un corpus cohérent de textes de Marx. Vous avez le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, écrit en 1852, qui est un ouvrage donc, qui porte sur le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851 et les raisons profondes de ce coup d'État. On a vu un ouvrage tout à fait remarquable, hein, puisque vous voyez citer de temps en temps. C'est un peu chic de citer le bonheur de Bonaparte, même chez certains journalistes un peu renseignés. Tout le monde sait, mais ils n'ont pas tort. Hein, c'est vraiment un ouvrage. Si vous faites abstraction, évidemment, de la conjoncture immédiate, quelques détails, on s'en va, et assez profond sur l'analyse d'une tradition, la tradition napoléonienne, la tradition bonapartiste. Et le 3e ouvrage, qui est très intéressant là davantage, peut-être sur la théorie de l'État, qui est La guerre civile en France, qui est une adresse de Karl Marx au nom de l'Association internationale des travailleurs, la première internationale, mais qui est aussi de fait un ouvrage personnel, qui s'appelle La guerre civile en France, et qui est une analyse donc des contradictions de la Commune, mais aussi de ce que représente la Commune comme futur éventuel embryon d'un État socialiste, avec toute une série de réflexions, notamment sur la façon dont il faut éventuellement briser l'État. Et ce qui est intéressant, c'est que Marx, je ne vais pas être trop long, je vais faire une conférence longue là-dessus, mais c'est que parmi ces textes les plus intéressants sur la question de l'État avec un grand E, ce sont ces textes sur la France. Textes sur la tradition bonapartiste en 1852, textes sur l'État centralisateur et les possibilités, entre guillemets, de décentralisation via la Commune en 1871, sont ces textes politiques sur la France. C'est pas que, parce que là j'ai un peu axé dans mon introduction sur l'intérêt que ça a pour les Français qui ont pris ça, bien sûr, c'est normal, mais c'est un intérêt en fait méta français, enfin non national, pourrait-on dire. C'est ça qui est intéressant. Mais il a quand même pris la France comme exemple pour développer ça. Donc ça dit quelque chose sur le contexte, et c'est une des raisons de la force aussi du marxisme en France après, c'est que tout simplement, il y a des textes qui parlent de la France, quoi. Donc, c'est plus facile dans un pays qui, quand même, qui aime bien les références nationales, on peut dire ça comme ça. Bien évidemment, c'est plus facile à s'approprier que si Marx avait développé l'essentiel de cette théorie de l'État à partir de la situation italienne ou allemande. Enfin, voilà. Ma question qui semble vous faire sourire, je suis souriant de nature, hein, pose la question plus profonde, quelle place aujourd'hui dans le PCF en dehors des spécialistes? Faisiez référence aux années 70, il semblerait qu'au sein du PCF, il y ait des démarches individuelles, mais pas une prise en compte collective. Quid de la formation des dirigeants et militants? Alors là, je vais vous renvoyer au vice-président de la Fondation Gabriel Péi, Guillaume Roubaud-Kouachi, qui est donc membre de la direction du Parti communiste français et en charge de la formation, qui n'est pas là aujourd'hui, sauf s'il est parmi nous, et qui sera certainement plus à même de vous répondre que moi, qui suis un modeste membre du conseil scientifique de la Fondation et qui donc n'ait pas accès à toutes ces informations. Mais peut-être que d'autres en ont plus que moi, je ne sais pas. Voilà. Mais l'impression que j'ai, puisque il m'est arrivé de participer à des formations quand même, c'est qu'il y a quand même un relatif, que ce soit au PCF ou ailleurs de manière plus large, regain d'intérêt pour l'œuvre de Marx, qui n'a pas grand-chose à voir avec le côté très central qu'avait cet homme dans les années 60-70, mais comme l'a dit Eric tout à l'heure, hein, oui, des ouvrages de vulgarisation, etc., bon, qui touchent un public qui ne toucherait jamais à Marx, effectivement. Quand tu parles de Marx à la place, il fait un public très très large. Mais si vous regardez les chiffres de vente par rapport au nombre de militants existants, de toute façon, comment dirais-je, même, enfin, je veux dire, le nombre de militants est beaucoup plus important que le nombre d'ouvrages que vous vendez. Donc fatalement, il n'y a pas non plus une réappropriation si profonde que ça. Je dis ça parce que par rapport aux chiffres que tu évoquais, le rapport n'a rien à voir. Et quand même un intérêt, me semble-t-il, peut-être un peu plus prononcé qu'il y a quelques années, mais ça mériterait d'être précisé, quoi. Mais c'est vrai que mais la place exacte dans les formations aujourd'hui, etc., là, il faut s'adresser aux gens qui s'en occupent, parce que ce qui est certain, c'est qu'il n'y a plus, même il y avait ce bâtiment, je ne sais plus où, qui a été vendu d'ailleurs, de l'école centrale, région parisienne, où là, il y avait des stages entiers de formation, même sur des formations même techniques, mais des formations historico-politico-théoriques. Et ça a perdu de sa superbe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est propre à toutes les organisations politiques, qui, quand elles font des formations, ont tendance, ça n'engage que moi, mais à faire des formations essentiellement techniques,
sur des aspects comme pour les élus, etc. Mais c'est, oui, moi qui ai travaillé sur bien plus précisément que l'histoire du PCF, sur l'histoire de la social-démocratie allemande, ce qui est intéressant sur la République de Weimar, quand vous constatez, mais vous étudiez vraiment les formations, vous voyez que, pour des raisons y compris à l'appareil d'État, évidemment, à la place qu'ils occupent, mais tout l'aspect technico-bureaucratique, etc., envahissent les formations, puisqu'on dit, ah ben, vous comprenez, on n'a pas le temps de faire la chose, on a tellement de choses à s'occuper. Mais ça pose des questions sur l'articulation entre les institutions et la formation, entre guillemets, historico-théorique fondamentale. Vous voyez ça de manière régulière dans l'histoire des mouvements ouvriers. On n'a pas le temps, il faut passer, ou alors le côté un peu, soit on fait de la formation technique, soit on passe au tract directement. Vous voyez, il y a des grands amateurs de ça, je ne citerai pas dans certains courants politiques. C'est vrai, l'activisme comme substitut à toute réflexion de longue durée, pourrait-on dire. Voilà. Mais c'est pas nouveau, quoi. Je sais pas si ça va rassurer. Mais je sens qu'Éric Lafont brûle de dire quelque chose sur l'activisme. Non, mais je sais pas. Là, c'est quelque chose qu'on regarde et qu'on analyse. On est en cours d'analyse. C'est-à-dire, il y a un phénomène qui fait que Marx a disparu du champ d'une utilisation immédiate dans le champ politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont très peu de militants à dire je vais relire Marx pour savoir comment je vais agir politiquement dans mon bureau, dans mon entreprise ou dehors en manifestation. Comme ça n'a jamais marché comme ça. Ce qui est certes. Donc, en revanche, de l'autre côté, on voit que si les principaux mensuels de la presse sont assez régulièrement, de temps en temps, des dossiers Marx, un retour sur Marx, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont vendre du numéro. Et donc, il y a des lecteurs et des lectrices qui vont lire ces dossiers. Donc, le Nouvel Obs, Le Point, l'Express, voilà. Oui, ça touche un public qui dirait pas ça. On fait des voilà. Quand la collection des personnages dans le Monde, le journal Le Monde, donc ils vendent beaucoup De Gaulle. Ça étonnera personne. Quand on fait un numéro sur Jeanne d'Arc, sur Louis XIV, sur De Gaulle, sur Henri IV, ça marche toujours. Mais quand les équipes rédactionnelles disent mais le numéro de Marx a bien fonctionné, voilà, plus qu'un numéro sur Bloom, par exemple. C'est en résonance avec le Bloom, voilà. Non, c'était en résonance avec le il y a la résonance avec Bloom, il y a avec les rendez-vous de l'histoire, ça fonctionne un peu à chaque Marx fois, revient. Vrai, le film Jeune Marx qui a été diffusé à la télévision a aussi une bonne audience, qui a été diffusé en salle, a une bonne audience. Donc il y a tout ce phénomène de diffusion. Alors pour relativiser, hein, quand on analyse comment les idées se diffusent et comment les idées sont portées par l'opinion publique, comme on dit aujourd'hui, et donc par le mouvement social ou par les classes sociales, quand on parle en termes de sociologie ou d'histoire, on relativise, mais on voit qu'il y a un retour, mais pas un retour utilitariste de Marx ou comme prêt à penser ou prêt à... ce qui est sûr et certain, c'est que moi, par exemple, j'ai fait une formation à l'école fédérale du Parti communiste français dans le département de la Seine-Saint-Denis, c'était en 87, et j'avais une séance de cours sur salaire pré-profit. On était en 1987. Voilà. C'était pour comprendre, c'était pour nous faire comprendre comment fonctionnait le capitalisme. Mais ça c'est toujours valable. Quand vous écoutez Raymond Aron et les conférences qui sont disponibles sur Internet, Raymond Aron qui a travaillé pendant 10 ans, qui a lu le Capital, lui étudié, etc., il dit, Marx, pour comprendre le capitalisme, pour analyser le capitalisme, vous ne pouvez pas passer à côté de Karl Marx. Ce n'est pas possible, quel que soit ce que vous en pensez. Ce n'est pas possible. Voilà. Hannah Arendt, elle dit la même chose. Ce n'est pas possible de passer à côté de Marx. Marx est un continent d'analyse sur la société capitaliste, sur le développement au 19e siècle. Voilà. Et donc, c'est en cela qu'aujourd'hui, c'est intéressant de revenir sur un Marx qui a été un petit peu, je vais peut-être en choquer, mais sorti de sa gangue un peu du marxisme-léninisme codifié de la doxa salinienne, etc. Quand moi j'ai assisté au début de la création d'Espace Marx, j'ai vu des hommes et des femmes qui se sont pas parlé pendant des décennies et qui se sont réunis dans une même salle et qui ont commencé à parler de quoi? D'une chose qu'ils avaient envie de retravailler, qu'était Marx.
Voilà. C'était pas le programme commun ou je sais pas quoi, c'était Marx, c'était retravailler Marx, la notion de l'État, la notion des rapports de force, etc. Et aujourd'hui, voilà, il y en a même des très libéraux qui disent la lutte des classes, c'est pas une opinion, c'est un fait de société. Il y a une lutte des classes, c'est un fait. C'est voilà, Warren Buffett. Voilà, c'est un fait, la lutte des classes. Il y a une lutte des rapports de force politiques entre les classes sociales dans toutes les sociétés. Donc, et là-dessus, c'est intéressant de revoir Marx, de relire Marx. Donc moi, dans l'exposition, c'est ce qu'on a voulu faire. Et moi, j'étais très content des contributions des uns et des autres. Celle de Jean Quétier, qui vient d'arriver. Qui vient de se connecter. Qui vient de se connecter, très bien. De Jean, donc, là, qui nous a rejoints. Voilà. Et puis de vous qui êtes présente et présent ici. Parce que moi, j'avais la commande que j'ai faite à Jean Nima, c'est d'avoir un ouvrage qui soit un ouvrage accessible par un grand public. Et donc, c'est un travail, le travail que je vous ai demandé, qu'on vous a demandé, c'est un travail difficile parce que c'est une matière dense, très complexe, qu'il faut rendre accessible et d'une manière intéressante. Et donc là, pour moi, quand je l'ai fait lire les premiers articles qui sont arrivés dans la boîte mail pour monter l'ouvrage, je les ai fait lire par des gens qui n'avaient jamais lu Marx, qui pas militants d'aucune organisation, qui font autre chose de leur vie que de s'intéresser à ce que c'est. Voilà, pour savoir. Ouais. Et il y a tout de suite, ça a suscité un intérêt. Ça, je vous le dis, moi. Donc moi, c'est confiant. Voilà, je suis content. Même la partie, comme tout à l'heure l'a rappelé Anthony Burlot, la partie Anthony Burlot, Antoine Aubert, c'est une partie très très dense où il y a un exercice qui a été fait admirablement de rappel de celles et ceux qui ont écrit, pensé à travers les décennies, donc 60-90, sur Marx. Quasi, je pense pas qu'ils aient oublié quelqu'un, ou une sensibilité, ou un courant, ou une revue. Voilà. Et donc, ça, c'était aussi un défi pour nous de l'illustrer. Voilà. Et donc, ça, les gens vont le retrouver dans la partie expo. Hein, dans la partie expo, dans les salles, il y a des précipités de chacun de vos chapitres de ce que vous avez écrit. Donc voilà. Et donc ça, c'est une invitation, je pense, une invitation. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, mais j'ai envie maintenant, voilà, après avoir lu tel article ou après avoir vu les images, voilà, de me retourner vers Marx. Et puis, je vais dire une chose. Ça sera la première fois parce qu'on a monté un expo sur Marx ou un bouquin sur Marx. Pour moi, ça me conduit tout le temps à retravailler sur la source des images. Tout à l'heure, Pierre Boichu parlait de cette dispersion et de cette disparition des archives. Hein, on s'est entretenu avec Pierre au téléphone et par mail, etc. Et effectivement, pour comprendre où était parti tout un lot de correspondance, de manuscrits, de textes de Marx qui étaient passés via le Parti communiste français et que personne n'a retrouvé ni dans les fonds de la bibliothèque marxiste à Paris, ni au musée d'histoire vivante à Montreuil, voilà, et ni dans les archives du Parti communiste français à Paris. Voilà, où sont passés. Mais nous, on commence à avoir les uns et les autres des petites traces. Par exemple, la dernière photographie qui sera présentée dans l'exposition de Marx, qui a été prise à Alger, au dos, il y a marqué « Donation Edgar Longuet ». Au musée. Donc, on a fait des recherches dans les archives du musée. Il l'a donné en 1953 pour l'exposition. Et en allant chez Anne Longuet-Marx, j'ai retrouvé ces fameuses photos qu'on connaît de studio où on voit Jenny et son père, Karl Marx, hein, où on voit la famille Marx dans un jardin avec Marx et Engels et les filles, etc. Et quand j'ai démonté le cadre de ces photos, au dos, j'ai un tampon russe. Un tampon donc soviétique. Et dans une correspondance, Marx, dans la photographie du 19 mai 1864, où on voit Marx, Engels et les trois filles, il y a une lettre où Lénine dit à Engels, je vous envoie la photographie, qui est un daguerréotype. Et ce daguerréotype, grâce à un article de la Pravda en 1948, on sait qu'il a été dans les mains
d'un Longuet qui en a fait don en Union soviétique et qui, les Russes en 48 reproduisent pour la première fois ce cliché qui est, je vous le dis comme ça, reproduit dans la presse avec tous les copyrights d'agences françaises. Au passage, qui vous réclameront entre 80 et 130 € d'une photographie qu'ils n'ont pas et qui ne leur appartient pas. Donc nous, on aura dans cette exposition le premier reprint de la photo originale, faite par les Russes dans les années 30 apparemment, et qui a été donnée, qui était envoyée à donner à la famille Longuet. Voilà. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est pour la première fois le tableau original de Jenny van Salen, donc la future Jenny Marx, dont on connaît des reproductions noir et blanc, etc. Et donc là, on a une copie, voilà, qui est dans l'original et dans les archives à Moscou. Voilà, ça c'est pas, on a recherché, on a trouvé des traces. Voilà, donc Pierre, il a pas trouvé toutes les traces, toutes les réponses à ces questions, mais cette expo, ce bouquin et les discussions qu'on a avec les uns et avec les autres, avec des collègues y compris à l'étranger, Amsterdam ou en Russie, on va peut-être trouver voilà, des réponses à des questions de dispersion du fond. Merci. Et le temps court, et je vois avec effroi deux grandes questions, puisqu'il y a une question sur l'Institut de la Boétie, une autre question sur Xi Jinping et la Chine. Donc, c'est deux questions importantes. Ah, il y en a même une troisième, alors. À part Xi Jinping et Mélenchon, donc sans les confondre, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question, pardon? Rappelez vos 3 livres de Marx. Ah non, ça, je l'ai déjà fait, ça. Ah non, j'ai même expliqué la théorie de l'État et tout chez Marx en 1 minute. Hein. C'était tout à fait concis et lapidaire, mais... Alors, donc, mais sur la Fondation La Boétie, je veux bien que quelqu'un d'autre que moi réponde. Je ne sais pas s'il a un avis, mais moi, je ne tiens pas particulièrement à donner le mien. Donc, voilà. Si vous voulez, parce que non, mais c'est une question. Je voulais la place que pourrait avoir Marx à l'Institut de la Boétie, je ne sais pas. La Fondation La Boétie, il faut rappeler à tout le monde ce que c'est, l'Institut de la Boétie. Ah oui, c'est pas. C'est la fondation fondée à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. Ça, je pense que tu connais. Et qui donc, moi, si vous voulez, je dirais juste une chose là-dessus, très brièvement. Dans les fondations politiques, et des fondations qui sont évidemment fondations politiques, donc qui sont créées à l'initiative de partis politiques, mais qui, comment dirais-je, ont une forme d'autonomie par rapport aux principaux leaders de la formation politique. Et d'autres formations, c'était le cas de la formation Respublica, qui existe toujours, qui a longtemps tourné autour de la figure de Jean-Pierre Chevènement. C'est un choix d'un homme politique qui est une fondation qui tourne entre guillemets autour de lui. Là, on est dans le cas d'un homme politique retiré de la vie publique. Et là, avec la Fondation La Boétie, on est dans le cas d'un homme politique un peu moins retiré de la vie publique, me semble-t-il. Ou c'est la France Insoumise, la Fondation? Non, mais c'est sur le quota, si je puis dire, France Insoumise, mais c'est largement à l'initiative d'une personnalité également de tout premier plan. Donc, on ne peut pas mettre, si vous voulez, la formation et tout ce qui va se jouer là-dedans, quoi qu'on en pense, est surdéterminé par des enjeux politiques immédiats, puisque la personne en question est totalement omniprésente dans la vie publique. Donc, si vous voulez, moi, j'ai pas... Voilà, et bon, Alexis Corbière, député de la circonscription Montreuil-Bagnolet, sera là, bien que ses rapports avec le président actuel de la Fondation La Boétie soient moins bons, si j'ai bien tout suivi, qu'à d'autres époques. Mais bon, voilà, on venait à Montreuil pour en parler avec votre député le 25 mars à 17h. Bref, sur la Chine, bon, alors, je me permettrai de donner une référence parce que nous venons, enfin, ça fait un certain temps qu'on l'a achevé, ça va paraître dans 2 semaines, ça va paraître le 23 mars, d'ailleurs 2 jours avant l'expo. Le dernier numéro de la revue Actuelle Marx est dédié, son dossier central, au marxisme au pluriel chinois et à ce que signifie Marx et les marxismes dans la Chine contemporaine, avec un retour sur l'histoire, mais aussi s'affrontant au problème de savoir si il existe un marxisme en Chine ou des marxismes, et quelles peuvent être les analyses marxistes de la Chine contemporaine, ce qui n'est pas exactement la même chose, vu la nature particulière du marxisme situation chinoise. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que, de manière très, très lapidaire, mais il existe évidemment un marxisme officiel, qui est une idéologie d'État, même constitutionnelle. Donc, ça a une réalité qu'il faut prendre en compte lorsqu'on l'analyse. C'est issu d'un processus révolutionnaire de 1949, quoi qu'on pense des suites ensuite. Par ailleurs, comme la référence est entre un caractère obligatoire, il y a des formations, entre guillemets, au marxisme
à tous les niveaux scolaires et universitaires, vous avez énormément de gens aussi qui ont un rapport au marxisme critique et dissident, comme il y en avait dans les pays entre guillemets anciennement socialistes. Et donc il y a des univers qui sont pas toujours faciles à pénétrer, notamment pour des raisons linguistiques, pas que pour des raisons politiques, voilà, et qui en tout cas méritent attention et intérêt. Donc c'est ce qu'on a essayé de rendre compte de manière plurielle, parce qu'on n'a pas le choix dans ce genre de débat. Et dans le numéro d'Actuel Marx auquel je vous renvoie, parce que je me permets d'insister, parce que ça a été un peu compliqué comme numéro, comme vous pouvez l'imaginer, parce qu'on a aussi fait parler des Chinois, parce que parfois les Français oublient que c'est bien de demander l'avis aussi aux Chinois sur leur propre réalité, quand bien même cette réalité est compliquée, plutôt que de la commenter sempiternellement d'extérieur. Comme il y a beaucoup de collègues qui sont très très post-coloniaux, beaucoup plus que moi, je me permets toujours de dire ça, c'est bien que les subalternes speak à la place de... Mais voilà. Mais bon, voilà, c'est une question compliquée, controversée, mais qui mérite intérêt, et certainement pas juste de dire que ça n'a aucun intérêt et qu'il ne faut pas en parler. Voilà. Jean, peut-être. Jean Tétier pourrait parler, lui. Peut-être pas de la Chine, peut-être pas de Jean-Luc Mélenchon. Et la fondation. Je veux bien ne parler ni de la Chine ni de Jean-Luc Mélenchon, si c'est possible, mais effectivement. On peut parler de Marx, parce que c'était le sujet du jour. Mais après, comme je suis arrivé, je vous prie de m'excuser, je suis arrivé en cours de route parce que j'avais un cours à faire à Strasbourg jusqu'à 16 heures. Donc, voilà, j'étais contraint de vous rejoindre en cours de route. Après, je ne sais pas sur quel aspect je peux parler, mais comme je ne sais pas exactement quelle a été la teneur des discussions et sur quel point vous avez déjà… on a présenté chacun, si tu veux, globalement nos chapitres et la dynamique que d'ensemble. Mais si tu veux redire, on a finalement, paradoxalement, assez peu parlé de Marx lui-même lorsqu'il était à Paris. Peut-être rappeler, je vais faire les questions et les réponses, mais comme je sais ce que on a dit avant, c'est plus facile. Peut-être rappeler, par exemple, l'importance théorique, comme tu es philosophe, du séjour parisien de Marx, au-delà du fait qu'il était à Paris. C'est un moment essentiel de son évolution politique, parce que j'ai parlé des textes de Marx sur la France, tu étais déjà arrivé quand j'ai redit 1848, 1852, 1871, mais l'antériorité française, parisienne est très importante. Peut-être que tu peux dire un mot sur les manuscrits. Ouais, je veux bien dire, je peux dire un mot là-dessus, bien sûr, pour le dire rapidement. Effectivement, dans le séjour parisien de Marx, c'est un moment de transition aussi sur le plan de sa propre élaboration théorique, puisque c'est le moment où sont rédigés un texte qui va devenir très important pour les philosophes. Alors, certes, pas tout de suite, parce qu'il va mettre un certain temps à être publié, mais qui sont les manuscrits de 1844, qu'on appelle aussi les manuscrits parisiens, justement. Donc ça c'est vrai que c'est un épisode important, puisque c'est dans ce texte qui est formulé peut-être sous une forme qui n'est pas définitive, mais qui va jouer un rôle théorique très important, toute une théorie de l'aliénation, et donc un effort théorique, alors qui passe par un certain nombre de médiations, mais qui lui vient de l'influence d'un philosophe qui s'appelle Ludwig Feuerbach, qui avait développé dans un texte de 1841 qui s'appelait L'essence du christianisme, une théorie de l'aliénation religieuse. Et un des efforts de Marx en 1844, lorsqu'il est à Paris, dans ses manuscrits parisiens, ça va être de se servir d'outils théoriques qu'il emprunte et qu'il modifie à partir de la théorie de l'aliénation, théorique empruntée à Feuerbach et quelque sorte déplacée, reconstituée, pour repenser l'aliénation dans la sphère du travail et dans la sphère économique, puisque c'est aussi un moment en fait où il lit l'économie politique classique, et notamment en fait à travers cette hybridation entre des concepts qui lui viennent de la philosophie allemande et des lectures qui lui viennent de l'économie politique plutôt britannique, s'opère justement à Paris une sorte de travail de synthèse qui va avoir pas mal d'importance pour la suite, puisque alors pour le dire rapidement, mais notamment dans les alors là c'est plutôt sur les histoires de réception, mais ça va jouer quand même un rôle, la redécouverte de ces manuscrits parisiens dans le renouveau du marxisme
dans l'après-guerre, avec la question voilà, comment les théories de l'aliénation peuvent, éventuellement en s'appuyant sur les manuscrits de 1844, conduire à un renouveau du marxisme après, en gros, après le stalinisme, etc. Donc il y a beaucoup de débats, tous les débats autour de l'humanisme qui vont évidemment s'appuyer là-dessus très clairement dans les années 60, par exemple. Ça va se référer directement à des productions théoriques qui viennent de l'époque parisienne. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment de productivité important à cet égard. Ouais. Merci beaucoup pour ces précisions. Non, c'est important parce que c'est vrai que les manuscrits de 1844, souvent cités à juste titre, hein, qui ont connu leur âge d'or, sont des manuscrits élaborés dans le contexte parisien aussi. Donc ça, qui rencontrent ces socialistes, etc. Alors, j'ai vu 2 questions. Marx et la droite. Donc, on va répondre sur Marx et la droite. Après Marx et la Chine, c'est bien. Question à Antoine et Jean Dumas sur l'impact durable ou pas du marxisme sur les SHS en France au-delà des années 80-90. Je vais peut-être dire un mot sur la droite, puis je te laisse répondre sur les SHS. C'est gentil. Est-ce que vous m'entendez? Qui veut? On entend Serge là. Serge, on t'entend, Serge. Oui, ben c'est moi qui ai posé cette question. Bonjour à tous. Donc, bonjour. Je voulais savoir si vous aviez dans le livre et dans votre réflexion une sorte d'appréciation. Dans ton ouverture, tu as dit quelque chose là-dessus, Jean Dumas, mais Antoine a évoqué les efforts à désespérer de société française. J'ai été très sensible à cette petite remarque sympathique, mais savoir si, au-delà de ça, à travers la documentation actuelle qu'on peut avoir sur les sciences humaines et sociales en France, s'il vous semble qu'il y a des traces, et quels sont les types de traces de ce qu'on pourrait appeler le travail marxiste des années 70-80 dans les sciences humaines et sociales? Ou est-ce que, en quelque sorte, les générations nouvelles auxquelles vous appartenez ont en quelque sorte complètement tourné la page de Marx, non pas de Marx du point de vue de l'histoire de la philo ou de la spécialisation sur Marx, mais du marxisme en œuvre dans les sciences humaines et sociales, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, puisque une partie de la tentative des années 80, tentative plus ou moins réussie vu le contexte, c'était justement ce problème du passage du marxisme dans sa mise en œuvre diversifiée dans les sciences humaines et sociales. Antoine, puisque tu es directement interpellé, les autres pourront dire un mot si le Oui, je pense que tout le monde peut dire un mot. C'est pas une question très facile, Serge, mais je vais essayer je suis désolé d'y répondre. Déjà, j'ai l'impression, alors peut-être que moi j'ai fait, c'était il y a une grosse dizaine d'années que j'ai fait en gros ma licence et mes masters, etc. On en parle un petit peu, mais ça reste quand même relativement à la marge, mais il y a quand même un peu une sorte de, pas de marxisme, mais de réflexion, notamment en sciences politiques et en sociaux, sur les classes sociales et sur tout un tas de choses qui est quand même bien acquise maintenant. Ça me semble, bon, il y a un peu ce côté-là sur le fait qu'il y a un certain nombre quand même de réflexions amorcées par Marx et les marxismes qui sont relativement acquises dans l'ensemble du champ universitaire. Après, sur l'usage vraiment de concepts marxistes au sens fort dans des thèses, par exemple, c'est pas forcément très bien vu, quoi. J'ai l'impression que ça peut m'arriver de diriger des mémoires, etc. On déconseille quand même, par exemple, il y avait un mémoire récemment c'était sur Pasolini et Marx, et puis un autre sur vraiment les usages en gros d'un marxisme critique des médias, etc. C'est notamment tiré d'Althusser et d'autres choses. On a quand même tendance à déconseiller de poursuivre là-dessus en thèse, donc il y a quand même un peu une frilosité, à la fois un marxisme un peu diffus, critique au sens large, et puis quand même une frilosité de se servir au sens fort de concepts marxistes et d'essayer de les travailler, en fait. Peut-être qu'en philo, c'est un peu différent, alors je sais pas. Mais... Après, en sciences sociales, moi, je viens vraiment du labo, en gros, de Bourdieu, donc c'est compliqué aussi de... Ouais, il y a ça qui joue beaucoup. Ouais, ça joue beaucoup, quoi. Eux, ils se pensent clairement, hein, les bourdieusiens, etc., comme étant très, très marxistes, quand même, je pense. Hein. Ouais, ça dépend. Ouais. Je pense pas qu'ils le soient, mais...
Non, mais ça mériterait, ouais, bien sûr. Il y a quand même. Non, mais d'autant, alors, puisque tu as beaucoup parlé des années 70, bon, ça nous emmènerait trop loin et je vois le temps tourner. C'est que ce qu'on peut appeler les pensées critiques des années 70, et notamment la branche qui ensuite a été exportée, la fameuse French Theory, c'est que c'est plutôt l'idée que dans le champ des études critiques de la société capitaliste, il faut substituer à Marx de nouvelles pensées, quitte à ce que les gens partaient initialement de Marx. Donc, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont, notamment chez les bourdieusiens, font faire plutôt de l'hybridation avec Marx sur un certain nombre de choses, et d'autres qui vont dire que, à la limite, les modes de domination, justement, et non pas d'exploitation, ont tellement changé que tout le vocabulaire de la critique sociale doit être changé de fond en comble. Et qu'à partir de là, le Marx et encore plus le marxisme deviennent un obstacle à la compréhension des sociétés contemporaines. Je ne dis pas que tout le monde dit ça, mais ça peut être dans certaines configurations cela. C'est que maintenant, et on a très vite, mais on a le même démarche en histoire, où quand vous pouvez avoir des analyses critiques du monde social, de l'histoire from below, par en bas, etc. Et, de certaine manière, c'est des gens qui partent du marxisme de manière assez lointaine, mais comme la question que pose Marx, et Jean Chrétien est bien au courant de ça, c'est la question du parti politique et de la façon dont on peut organiser au sens large le salariat dans les organisations politiques. Comme beaucoup de gens exècrent toute forme d'organisation politique et les partis politiques, du coup, même quand vous travaillez sur l'histoire du marxisme, quand bien même vous ne faites pas de l'histoire marxiste du marxisme, qui est encore autre chose, en fait, est considéré comme quelque chose d'inutile, puisque de toute manière, les formes d'organisation politique des ouvriers et des salariats sont des choses dépassées par la situation contemporaine et qui ne méritent plus intérêt. Vous pouvez faire de l'histoire des ouvriers sans les organisations ouvrières. Donc, ça ne veut pas dire que c'est en confrontation tout le temps, mais c'est pas ça qui plaît toujours le plus, vous voyez. Donc, ça mérite. Enfin bon, voilà, je ne sais pas ce qu'en pense Jean. Juste peut-être je réponds très vite, parce que si on veut essayer de finir à 17h pour tenir les temps. Sur Marx et la droite, bon là, il y a Marx, une passion française, on avait fait toute une série de chapitres sur la droite, pour justement pas exclure la chose. De manière plus moderne, puisque les gens sont dans les podcasts, ce qui n'est pas mon cas, mais bon, c'est bien pratique. On avait fait une émission avec Jean Lebrun sur France Inter il y a quelques années. On avait invité sur Marx et la droite. Sur la longue durée, ça dure 30 minutes, donc on avait abordé les libéraux du temps de Marx, Raymond Aron, et j'ai travaillé parce que j'avais perdu des bêtises, c'est parce que je connaissais le mieux. Donc, il y a des choses intéressantes. Et je vous recommande de consulter, même ponctuellement, les cours du Collège de France de Raymond Aron sur Marx. Ils sont très intéressants, même d'un point de vue philologique, etc. Parfois, il dit moins de bêtises qu'Althusser d'un point de vue philologique. Donc, ça mérite de... Et regardez, c'est vrai. Moi, voilà, mais ça exigerait de plus amples explications plutôt que cette apologie bête et méchante de Raymond Aron. Mais je pense que c'est intéressant, quoi. Donc, Jean Chrétien lève la main et ce sera presque le mot de la fin. Donc, on compte sur toi pour nous faire une intervention. Des autres intervenants. Et si les autres intervenants veulent faire un autre mot d'une autre fin, ils pourront bien évidemment. Oui, non, c'était pour dire un mot sur philo et parti, puisqu'il vient d'en être question. Peut-être pour faire un peu contrepoint, ou en tout cas en lien avec la façon dont Antoine a répondu sur d'autres disciplines. Je pense que sur la question du champ académique en philosophie, en tout cas, les choses sont un petit peu différentes. Moi, je pense qu'on peut dire clairement qu'il y a eu depuis au moins maintenant une quinzaine d'années, je pense qu'on peut dater ça à peu près de la crise de 2008, à peu près. C'est là qu'on a vu un regain d'intérêt du côté de la pensée de Marx chez les philosophes, en tout cas en France. Et je pense que c'est peut-être la singularité de la discipline philosophique par rapport à d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, c'est de faire une place qui va être plus grande à Marx. Je prends un exemple qui avait déjà été donné, mais l'inscription de Marx comme auteur d'écrits du programme de l'agrégation en 2015, c'était quelque chose qui n'avait jamais eu lieu et qui a été quand même souligné comme un événement disons, constituant une certaine reconnaissance institutionnelle. Et c'est vrai que c'est un signe. Alors, il y a évidemment aussi, du point de vue de la recherche, la
un certain nombre de thèses qui ont été soutenues, qui sont soit directement sur Marx, soit qui portent sur des problématiques liées au marxisme ces dernières années. Ça, c'est bon, alors, j'ai pas de données quantitatives, hein, mais de fait, je pense que c'est un phénomène dont on peut faire le constat. Alors, ça ne contredit pas du tout ce que vient de signaler Jean Numa, c'est-à-dire que ça n'empêche, enfin, disons, c'est tout à fait possible, avec évidemment un regard sur Marx qui va être un regard particulier et qui ne va pas forcément faire le lien avec justement l'histoire du mouvement ouvrier, des organisations ouvrières. Alors, c'est vrai que la discipline philosophique a cette particularité que comme elle travaille sur des textes et sur le contenu de texte, elle peut plus facilement peut-être tomber dans l'illusion des lectures internalistes qui font qu'on peut couper les textes et en donner une lecture suspendue dans les airs, en quelque sorte. C'est vrai que c'est sans doute le défaut constitutif de la philosophie. Mais je dirais qu'il y a, bon, je pense que c'est majoritairement le cas, mais il y a quand même aussi des approches, notamment parce qu'il y a des approches qui permettent de faire le lien entre une approche textuelle de Marx, comme le fait la philosophie, et un certain nombre d'autres sciences sociales, qui peut-être donnent la possibilité aussi d'avoir un nouveau regard, ou en tout cas des approches un peu plus diverses. Mais globalement, voilà, il y a peut-être cette spécificité de la philosophie qu'il faut souligner dans le renouveau un petit peu des approches sur Marx dans les 15 dernières années. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre mot de la fin, Adeline? Non. Je crois que tout a été dit. Elia, Erika, mes collègues. Eric, Antoine, ça va. Bien, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres remarques et interrogations, nous allons donc conclure cette séance et nous vous donnons rendez-vous, vous aurez compris, à Montreuil, dans 15 jours, à 17h, sauf si évidemment c'est la grève générale, auquel cas on aura autre chose à faire. Mais on verra, ou pas, je sais pas, on pourra allier, on fera en tout cas, a priori, 17h, 15 jours. Et je crois que je l'ai dit au tout début, mais on l'a pas redit, l'exposition sera, parce que tout le monde va pas venir à Montreuil dans 15 jours, Eric, donc l'exposition sera ouverte jusqu'en décembre, jusqu'à Noël en gros. Donc, pour ceux qui ont prévu de passer par la région parisienne dans quelques temps, forcément, je le précise. Et donc, il y aura des dispositifs scolaires et autres qui sont. Et donc, cet ouvrage disponible dans 15 jours et qui, lui, sera disponible un certain temps, probablement. Voilà, merci beaucoup. Et donc, nous clôturons donc cet atelier sur l'histoire du communisme consacré à Marx. Et vous donnons rendez-vous au prochain, je crois que c'est au mois de mai, on regardera en ligne, puisqu'il y a eu des changements de date. Je préfère ne pas dire de bêtises, mais vous consulterez le site de la Fondation Gabriel Péri. Et voilà, tout ira bien. Merci à vous, bonne journée. Et puis à bientôt donc à Montreuil ou ailleurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir.